Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo commentaire, commentary, coulisses, vous l'appelez comme vous voulez. Pour encore une fois le joueur du grenier, Tomb Raider, parce que suite à la dernière vidéo, beaucoup de gens se sont plaints en fait que le son était des fois un petit peu trop fort sauf au milieu de la vidéo et que j'avais tendance à ne pas faire de pause qui rendait la écoute difficile. Donc ce que vous allez voir là aujourd'hui c'est la Snyder Cut. Puisque la semaine dernière j'ai voté avec le chat Twitch, le chat Twitch qui est là qui est tout petit parce qu'ils se font tout petits. Parce que c'est eux qui m'ont dit non, ça va, le son est bien et tout ça, mais après, non, c'est ma faute. C'est ma faute pour une raison qui m'échappe complètement. Je me rappelle que la première fois qu'on a commencé à faire des commentaires, j'avais justement fait un vote sur Twitter ou Twitch, je ne sais plus où je disais, ou même dans les commentaires YouTube, les gens m'avaient dit mais vas-y, fais des pauses, c'est pas grave si la vidéo est longue, on préfère quand t'as le temps d'expliquer les choses. Ça, c'était établi depuis très longtemps entre nous qu'il fallait que je fasse comme ça, que vous étiez ok, même si la vidéo faisait 1h30, 2h, vous en foutiez dès le moment où je prenais mon temps pour expliquer les choses. Pour une raison qui m'échappe totalement, la fatigue, drogue, je ne sais pas, alors que je ne prends pas de drogue, c'est étonnant, peut-être qu'il faudrait. Sur la vidéo Tomb Raider, je ne sais pas pourquoi mon cerveau a fait « Non, ils ne veulent pas de pause, en fait. » Et je n'ai pas compris ce déroulement dans ma tête. Du coup, j'ai vu que les gens n'étaient pas très très contents. Après, y en a qui m'ont dit « Ouais, ça dérange pas », il y en a qui m'ont dit « Oui ». J'ai fait un vote sur Twitch en disant « Les gars, est-ce qu'on le refait ?» Et les gens m'ont dit bah, « Si tu te sens de le refaire, refais-le. » Et deuxièmement, l'autre question que j'ai posée, c'est « Est-ce qu'on garde la version d'origine ou pas ?» Ils m'ont dit, bah si, garde-la parce que justement, on pourra faire une Snyder Cut. C'est-à-dire qu'on pourra voir la différence entre quand tu fais des pauses et quand tu n'en fais pas. Donc, si vous avez déjà vu la première vidéo en entier, je vous infligerai pas cette deuxième vidéo. Moi, à mon avis, ne la regardez pas parce qu'il y aura peut-être des petits détails en plus, mais pas grand-chose. Mais il devrait y en avoir, surtout si j'ai plus le temps de parler. Et si par contre vous faites partie de ces gens qui ont rage quitté la première vidéo parce qu'ils trouvaient ça inécoutable, bah, n'hésitez pas à rester parce que là, par contre, bah, il y aura plus de... Ce sera plus facile à écouter pour vous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, je passe la pub NordVPN encore une fois, parce qu'il ne faut pas déconner. Ils me donnent pas d'argent, moi je leur fais pas de pub. Hein. Merde, mais là on voit le logo. Voilà. Du coup, aujourd'hui, le joueur du grenier, Tomb Raider, sorti le 26 juin 2021. Une vidéo qui a plu de manière générale, hein, avec beaucoup de mise en scène et tout ça. Comme je l'ai dit la première fois, c'est une vidéo qui a pris énormément de temps à tourner, puisque la vidéo des 10 ans, c'était 15 jours, pardon, 15 semaines. C'était 15 jours de tournage, et celle-ci, Tomb Raider, était à presque 12-13 jours. Ça, il me semble que je l'ai dit en version calme sur la première vidéo, donc je vais pas vous le réinfliger. C'est une vidéo qui a été très longue, très dure. Beaucoup de lieux de tournage, de jour, de nuit, loin, près, beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs de qualité. Là, on va switcher. Je vais rester en mode caméra Snyder Cut sur moi. Attendez bien, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Un podium, ça va, tout va bien. Il y a un petit peu de bug de résidus là, c'est parce que je suis en noir et blanc justement. 15 ans de tournage, la vidéo des 10 ans, tout à fait. Donc, on commence, et là je... Le Graal d'Indiana Jones qu'on voit juste ici en fait, qui est un Graal, je crois qu'il a coûté 40 balles quand même, mine de rien, parce que c'était un truc qui est... C'est pas un truc qui est produit à grande échelle. Et il me semble qu'il y a pas longtemps, j'ai vu que le Graal original du film La Dernière Croisade de Indiana Jones a été mis aux enchères, il me semble. Donc on aurait pu avoir celui-là pour encore plus de trucs. Mais bon, en sachant que... Voilà, il écrase un mégot dedans, est-ce que c'était bien utile qu'on ait le vrai Graal? En sachant que... Cette scène... Et à la fin aussi, j'ai retrouvé les storyboards que je pourrais vous montrer. Voilà, c'est ça que je vous dis aussi. J'ai trouvé encore plus de documents de production pour que les gens comprennent ce que je fais vraiment. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je montrerai un peu plus de comment je m'organise, comment je travaille, et en quoi consiste mon boulot. Parce que souvent, les gens me disent, mais chargé de prod, c'est quoi? Moi, je dis, c'est surtout une situation bien assise. Alors, il écrase une clope là-dedans qui était vraiment allumée. En sachant que notre chef-op, c'était Karim, parce que beaucoup de gens ont dit, ah, les lumières sont magnifiques. C'est Karim qui a géré toutes les lumières avec Jess, en assistante, on va dire. Et c'est Karim aussi qui a allumé la clope pour tirer dessus pour que ça brûle. Tu vois, c'est une vraie clope, attention. Voilà. Il a fallu qu'on demande l'autorisation quand même au propriétaire. Il a dit, pardon, est-ce qu'on peut juste allumer une cigarette, mais c'est juste pour l'écraser immédiatement pour une scène? Parce que moi, je me suis dit, attendez, on est dans un salon quand même, c'est le château de Fouillou, c'est quand même ancien, faut faire gaffe. Et il a dit, non, ça me pose pas de problème. Mais par contre, pensez bien à aérer parce qu'il était ancien fumeur. Donc voilà, c'était le seul problème. Moi, je pensais qu'il allait dire, ah non, j'ai pas envie que ça sente la clope dans mon billard, parce que c'est un billard là, en fait, il y a un putain de billard de ouf. Et il a dit non, c'est juste que je suis ancien fumeur, je veux pas que ça sente la clope. Voilà. Nouvel imbroglio judiciaire. Il faut que je vous... J'ai retrouvé un dossier, les gars. J'étais dans mes photos.
Et là, vous regrettez, hein, quand vous dites, ouais, fais des pauses, là, j'en fais trop, et là, vous avez envie de mourir. Mais là, par contre, les gars, j'ai du gros dossier, parce que j'ai retrouvé des photos de production, que j'ai... C'est très rare que je fasse des photos sur les tournages. Mais là, je me suis dit, il faut, c'est très important. Alors, attendez, mon album est très mal rangé, c'est quoi ce bordel? Parce que là, c'est une perruque que Fred a, en sachant que les perruques, c'était très chiant, parce que vous voyez la perruque de Lara Croft, il en a trouvé une sur un site anglais. Il me dit, bah, commande ça. Commande-moi la perruque de Lara Croft et tout, qui est une très belle perruque, mais qui coûte cher. Et surtout, comme elle vient d'Angleterre, il fallait, même avant, maintenant, il fallait rajouter les frais de douane et tout ça, d'accord? Et donc, on fait les premiers tournages, qui se passent bien, mais comme on en discutait souvent, en fait, les perruques, limite, dans les grosses productions, la perruque d'un acteur, il en faut presque une par jour, parce que ça se détériore extrêmement vite. Donc, Aurore a fait ce qu'elle a pu pour restaurer les premières, mais très rapidement, on s'est dit, non, il faut une ou deux perruques de plus, et... Salut Mathias. Et comment elle s'appelle? Fred me dit, commande-en une autre vite. Voilà, assez vite. Hein, toujours, c'est mon slogan, c'est le SAD assez vite panda. Non, le micro grésille pas. Il me dit, commande-en une assez vite. Je lui dis, mais attends, c'est-à-dire qu'il t'en faut une pour dans 3-4 jours, en sachant que c'est en Angleterre, qu'il y a les frais de douane et tout ça. Du coup, j'ai réussi à en trouver une assez vite. Il a fallu payer plus cher les frais de port. Et Aurore a quand même réussi à... Il fallait qu'elle la peigne à chaque fois pour refaire la natte, parce que la natte se défaisait. Du coup, les amis, pour vous, en exclusivité, je ne sais pas si vous le verrez. Je vais pas faire la mise au point. Voilà, c'est une photo de Fred avec les cheveux déliés, en fait. C'est pour son cosplay de Sephiroth, je pense. On va le mettre comme ça. Voilà, c'est Fred avec les cheveux longs. Moi, je trouve ça magnifique. Fred, mais là, en plus, imaginez que là, il a le peignoir bleu qu'on voit là dans la vidéo. Du coup, pour moi, avec les gants en cuir, c'était vraiment Sephiroth, quoi. Sexy boy. Voilà, ça, je vous l'avais pas montré la première fois, maintenant vous le saurez. Et du coup, ce n'est pas tout le temps la même perruque, et c'est une perruque où Aurore a dû la redéfaire, la repeigner, la refaire à chaque fois, parce que bon, elle se détériorait à une vitesse pas possible. Et là, dans l'écran, je crois que c'est un écran qu'on a amené nous. On lui a demandé si on pouvait poser une télé, il fallait faire gaffe à ce que le tableau derrière ne reflète pas. Ok, je suis derrière. Et tout ça, ce sont des spots qu'on a tournés en dernier, ce qu'on appelle les rustines. Une nouvelle fois dans la tourmente après le pillage d'un cimetière de bébés aveugles. Mais non, mais ce n'est pas un aventurier, il ne vit aucune aventure. Alors, grand moment aussi de Fred et Seb qui essayaient de trouver des insultes qui n'en sont pas. Et c'est pas si facile que ça, parce que du coup, la polémique de l'épisode, c'est que tout est censuré. C'est une analogie à YouTube. Et le monde entier est censuré, il y a une espèce de malédiction qui tombe et tout ça. Et en fait, Fred et Seb devaient s'insulter ou dire des choses blessantes, mais sans que ça le soit. Et c'est pas si... Ils sont creusés, ils sont allés chercher sur le net des expressions et tout, parce que c'est pas si facile. Non mais écoutez, le journaliste ici c'est moi. Mais enfin, vous êtes un coprophage. Non, alors, monsieur Tête d'Épinard, non. Mais Le Tête d'Épinard, c'est un classique. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Tous les jours, j'aime offrir à mon corps Bon, ça c'est une pub au pif où ils ont juste flouté la meuf, voilà. des soins. Et sans transition, nous sommes quelque part entre le 10 et le 12 septembre 2021 et nous... Voilà, petite référence à la Cité de la Peur en bas. On a récemment découvert un étrange légume ressemblant à Simépa dans une énorme paire d'œufs, pas le droit de le dire. Non, on n'est pas allé puiser dans le registre du Capitaine Haddock, c'est vrai. On n'a pas fait ça. Célébrons le triste anniversaire de rien du tout. Il ne s'est rien passé il y a 20 ans. Et tout de suite la météo. Un acteur incroyable. Bah écoutez, il fait beau, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Winston! Winston! Dites-moi. Alors, ce monsieur, absolument fantastique, Xavier François Morinière, à la base, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on devait tourner dans le château de Fouillou, mais il y a eu des contretemps qui ont fait que il est passé de... On devait tourner la première semaine des 2 semaines de tournage, et finalement, le château a été décalé à la semaine d'après sur 2 jours différents, séparés. C'est-à-dire château, musée, château, alors qu'à la base, je voulais les 2 jours collés pour faciliter le déplacement et tout ça. Donc à la base, on avait un acteur qui devait jouer Winston, qui venait de Lyon, je crois. Je sais plus exactement. Non, il venait de Paris, mais au moment où on tournait, il était dans le coin vers Lorient. Il m'a dit, bah, c'est très pratique parce que je serai à côté. Je dis parfait. Problème, le château a dû être décalé pour raison technique.
Du coup, le château passe à la semaine d'après. Cet acteur-là n'était plus dispo sur mon planning que je vous montrais à la fin de la vidéo. Et moi, je me rappelle, j'avais fait un dossier, que je vous remontrerai à la fin de la vidéo aussi, avec tous les acteurs qu'on avait repérés. Et Monsieur Morinière, de mémoire, était le seul qui était dispo et pas trop loin. Je crois qu'il est de Nantes. Et comme il avait une tête qui me plaisait énormément, le matin où on a tourné la scène des locaux YouTube, donc au fil de Fougères, et là je me dis, ben, j'informe Fred Essay, je fais là, on n'a plus de Winston, il me reste plus... Parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs que j'ai dû recaster. Je serais incapable de vous dire qui là de suite, mais il y a des acteurs et des figurants que j'ai dû recaster au fur et à mesure. Et au milieu du tournage, donc 2 semaines de tournage, donc première semaine passée, il fallait que je trouve un remplaçant à Winston pour tourner le vendredi. Alain Chabat n'était pas dispo, c'est vrai, c'est ça qui m'a... Voilà. Du coup, lundi matin, au fil, le fil à Fougères, espace de coworking d'ailleurs, ils sont pas très chers. Donc j'appelle ce monsieur et je lui dis, ben voilà, vous avez postulé pour un rôle, puisqu'on passe des annonces sur des sites spécialisés. Je dis, ben, est-ce que vous êtes dispo pour tourner vendredi? Parce que moi, vous me plaisez beaucoup. En tant qu'acteur, calmez-vous. Et je sais qu'il était en 2e choix par rapport à Fred et Seb, il me disait, il voulait l'autre personne, et celui-ci, ils ont dit oui, mais il préférait l'autre, ça arrive. Voilà. Du coup, je dis, est-ce que vous êtes dispo? Il me dit oui. Je dis, est-ce que vous avez un costume de majordome? Il me dit, je peux me débrouiller. Et il est venu au pied levé, comme ça. Je lui ai donné son texte donc 4 jours avant. Il n'avait pas énormément de texte, surtout qu'il est énormément censuré. Mais il a une prestance, il était adorable. Il est arrivé le matin avec 45 minutes de retard, comme j'ai dit dans la première vidéo, parce qu'il avait pris les clés de sa compagne, en fait, pour ouvrir la boutique et tout ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, de toute façon, on est à la bourre. Et je pense qu'il le savait parce qu'il est arrivé très détendu, mais il était prêt. Il a commencé à se costumer, tout ça. Il a été très patient. Il a tout tourné à la perfection. Et surtout, quand il a la séquence où il fait des bips, comme on va voir dans pas longtemps, où il demande qu'est-ce que vous pensez de moi, Winston, tout ce qu'il a dit était improvisé, et c'était que des insultes, mais alors vintage édition premium, que j'ai jamais entendu. Alors, là, vous voyez, derrière lui, la petite pièce, c'est là où on avait notre régie. C'est-à-dire tous les costumes, le matos électrique et tout ça. Et je me rappelle qu'Aurore était là en train de coudre aussi, elle était assise par terre, et moi aussi j'étais assis derrière parce que je voulais voir un petit peu si tout se passait bien. Et j'étais derrière et j'ai dû me retenir de rire parce que le trou du cul sans fesse. J'ai jamais entendu. Mais en plus, il a refait cette scène, alors 2-3 fois, pas beaucoup de fois, parce qu'il a été très pro, et tu fais toujours... pour ceux qui ne savent pas, je parle vraiment à ceux qui ne savent pas comment se passent les films et tout ça, même si une scène se passe très bien du premier coup, t'en fais toujours 2 ou 3 de plus par sécurité, on sait jamais, il y a peut-être un bruit parasite, un truc qui s'est arrêté de marcher, tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, il a refait cette scène 3 fois, et 3 fois, il a changé les insultes. Tu as les rushs non censurés? Non, moi non. Peut-être Seb. Mais voilà, en tout cas, ce monsieur était fabuleux. Plateau sucre et tasse fourni par le propriétaire du château qui nous apportait du café tout le temps. Dès qu'il voyait qu'on avait fini, il nous apportait des petits sablés et du café, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de moi exactement? Je dirais, monsieur, que vous êtes un gros un fils de dégénéré et lubrique, un trou du doublé d'un abruti, et pour conclure, le roi des Merci Winston. de rien. Là, il a dit tétard, je pense. Alors, ce magazine, parce que les gens étaient là, c'est cool le boulot, tu peux acheter des magazines de cul, lol. Ce magazine, je crois que ça fait 1000 ans qu'ils l'ont. C'est un magazine qui a servi pour une vidéo ou 2 vidéos, et en fait, ils s'en resservent à chaque fois, donc c'est le même, hein, qui est extrêmement vieux. Désolé de briser vos espoirs, mais on n'achète pas exprès des magazines sans arrêt pour les blagues, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tous les tétés et les zouzous. Et le beau Roland, qui fait partie de la troupe des Fougères, si je ne m'abuse, et qui est aussi comédien. En fait, il a énormément d'expérience, parce qu'entre chaque scène, en fait, il était calé sur tout. C'était vraiment top de travailler avec Roland, parce qu'il était d'une bonne humeur, mais alors contagieuse. Il avait toujours 1 heure d'avance. Moi, je disais, mais Roland, j'ai dit rendez-vous à 10h, PAT 10h30. Ouais, il était là à 9h, lui. Il buvait le café avec le proprio. Les 2 fois, hein. Les 2 fois. Ont disparu, n'est-ce pas?
Voilà, petit générique. La boîte d'Orcel est passée en note de frais. Ah mais Roland il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Quoi. Ça va, c'est pas trop fort? Il fait partie de l'équipe de basket? Peut-être. Alors non, je vais sûrement vous décevoir les amis. Mais cette vidéo n'a eu aucun lien avec l'équipe de basket de Fougères. Je n'ai même pas eu à appeler les gens de l'équipe de loisirs pour qu'ils me prêtent leur enfant ou quoi pour tourner dans la vidéo. Je n'ai rien eu à demander au club, ni à aucun de ses membres. Ni à aucun costume des gens qui ont participé. Mais en même temps, moi je passe le message. Toi, le responsable des sports de Fougères, tant qu'on n'a pas le droit de réaccéder aux salles pour le club loisir, je fais plus appel à vous. Voilà. C'est la montée en National 1, mais vous pouvez vous asseoir dessus. Je rigole. Alors ça, bien sûr, la petite bibliothèque du château était très étroite, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire de très belles images dedans. En sachant que vous voyez les petits points... Je sais pas si vous voyez ma souris, ouais, si. Les petits points de lumière que vous voyez là, et même là, je crois, c'est même pas une lampe vraiment allumée. Ce sont des... Vous pouvez chercher sur le net, c'est surtout sur les sites spécialisés, c'est des petites lumières qui s'appellent des aputures. Je trouve le nom à chier. C'est des petits blocs rectangulaires, comme ça, qui envoient une lumière de ouf, qui se rechargent par induction dans des mallettes qui te vendent avec. Et c'est des lumières, ça me sidère parce que tu peux vraiment les poser n'importe où parce qu'elles sont rechargées, du coup tu peux vraiment les caser où tu veux. Et Karim, ça n'est vraiment bien servi. Mais surtout avec ça, tu peux les programmer ensemble parce qu'elles se programment par Bluetooth, je crois. Aputure, A-P-U-T-U-E-R-E. Et tu peux les programmer, genre si t'en as plusieurs, en général ça s'achète par mallette. On a une mallette de 6, une mallette de 12. Mais tu peux, par exemple, nous, on peut en programmer 12 et leur dire on veut que les 12 se synchronisent pour imiter une voiture de police. Non, aputure, pas aperture. Et du coup, ça envoie des genre du rouge et du bleu, mais synchronisés. Et tu peux les disposer toutes dans la pièce comme tu veux. Elles vont quand même se communiquer entre elles pour faire ce que tu veux. Imiter un orage, imiter des voitures de police, des choses comme ça. D'ailleurs, on verra l'orage plus tard. Et vraiment, les aputures, moi, c'est un truc qui me sidère parce que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec et créer des ambiances de dingue. Et Karim s'est beaucoup amusé avec ça, quoi. Et c'est des détails, tu vois. Et je crois que cette lampe n'est pas branchée. Je crois vraiment que cette lampe n'est pas branchée, que c'est qu'il a posé une aputure en dessous, voilà. Rappelez-moi votre nom. Tonio Madeli, c'est ça? Voilà, typiquement, la lumière qui reflète sur le visage de Roland, c'est une aputure qui était posée sous lui, il me semble, avec un diffuseur. C'est quelque part par là. Vous voulez pas prendre une douche d'abord? Je l'ai. Alors là aussi, il y avait un truc... Attends, je sais pas si on le voit. Regardez bien quand... Madeli, c'est ça? Le point... Alors, ça va parler peut-être à personne. Vous voulez pas prendre une douche d'abord? Il faudrait vraiment que j'arrive à le revoir, ouais. Tonio Madeli, c'est ça? Parce que là, le point est sur lui. C'est quelque part par là. Et quand Fred va changer, hop là, c'est Fred qui est au point en fait. Ils ont fait un point Tariel qui est trop beau. Alors ce plan là. Quelque part par là. Vous voulez pas prendre une douche d'abord? Je l'ai. Voilà, donc ça j'ai expliqué, c'est le pied de Roland qui a trempé dans la gadoue. Il est allé dehors faire son petit bain de pied. C'est Roland, c'est le pied de Roland. Et ça, c'est posé sur la table du monsieur, du coup, qui nous a prêté des papiers et des cartes d'époque, mais vraiment, il a une bibliothèque très fournie. Et ça, c'est mon carnet que j'ai dû déballer Doctor Who, qui est le carnet du docteur dans un épisode avec David Tennant, qui était un item collector que je n'ai jamais déballé. Et Fred me dit, ouais, il nous faudrait un petit carnet avec des inscriptions et tout. Et moi, je me dis, soit j'en fais un, mais ça fera un peu faux parce que tu peux pas simuler un carnet qui a vécu pendant longtemps, on va dire. Enfin, ça prend du temps, quoi, on va dire. Du coup, je lui ai montré ça, j'ai fait tiens, c'est un truc Doctor Who, mais on va cacher parce qu'il y a des symboles qui sont vraiment typiques à la série et tout ça, et que tu reconnais très facilement. Du coup, il y a ça où Roland a posé son pied, et quand on est allé tourner au musée, donc le lendemain, parce que mercredi château, jeudi musée, et on se dit, il nous faut le carnet, parce que le carnet, en fait, Carmen le prend à Laurent Croft, et là on se dit, vous l'avez pas emporté le carnet? Parce que moi j'étais parti avant, j'avais autre chose à faire et ils ont fini. Il fait si, je crois que quelqu'un l'a pris. En fait non, j'appelle le propriétaire du château, il me dit oui, il est là, je vous l'ai mis de côté. Donc la scène dans le musée, la panique.
On n'a pas le carnet. Du coup, je pars en vitesse au Buraliste à côté, ou une papeterie, à Condé en Normandie, du coup. Et avec Aurore, on achète des carnets qui ressemblent et on va bricoler, on va couper des trucs. Et en fait, Pierrot, c'est lui qui a été le contact qui nous a permis d'avoir le musée, me dit « Ah mais attends, ma compagne est fan de Doctor Who, je crois qu'elle a ce carnet. » Donc le même que le mien. Et du coup, les deux carnets que vous voyez ne sont pas les mêmes. Ah ah. La légende du mystérieux dollar vert. Un artefact ancestral caché. Alors la tenue de Clodo, c'est un mélange entre moi qui ai trouvé des accessoires pour... comment il s'appelle, pour Roland. Alors il faut savoir que Roland, il était venu avec sa veste, parce que de lui-même, et j'ai vu ça avec beaucoup d'acteurs, il y en a beaucoup qui font ça, qui viennent... Genre Alexandra, elle propose énormément de choses en termes de vêtements et de costumes. Pierre Benjamin aussi. Roland, c'est pareil. Je lui ai dit, voilà, tu seras un Clodo et tout. Mais le jour même, il est venu avec plusieurs trucs. Il avait un pantalon attaché avec une corde, je crois. Il avait vraiment une ceinture pourrave. Il fait, ben oui, j'ai fait exprès et tout ça. Il avait sa veste. Par contre, la petite écharpe, c'est moi qui lui ai trouvé le matin même, en fait, avant d'arriver au château. Et on se dit, merde, il faudrait des mitaines, des machins, on n'a pas ça. Donc je lui ai trouvé un petit bonnet qu'il a pu mettre en arrière sur sa tête. L'écharpe, voilà, qui fait un petit peu usagé encore. Et les gants, j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Je suis allé dans une boutique de vêtements, il fait, ben non, on vend pas de gants. Et je regarde la vendeuse et je fais... Je veux bien que ça soit pas l'hiver, mais à un moment donné, ça sera l'hiver. Même si tu vends pas 15 gants comme tu pourrais le faire en haute saison, tu peux en vendre un. Je fais, non, non, on n'en fait pas. Donc j'ai fait tout le forum de Fougères avant de partir. Pour trouver une paire de gants, alors ça, vous allez hurler, pour ceux qui connaissent, c'est des gants de la marque Super Dry. Donc c'est une marque quand même qui coûte un petit peu cher, mais j'avais que ça qui ressemblait vraiment à ce que je voulais, et je dis à la vendeuse, je fais non mais, elle me dit non mais ça, je sais pas si ça ira et tout. Je dis mais attendez, je vous explique, c'est pour un tournage, j'en ai besoin vite. Elle me fait ah ok, bah, je fais moi je les prends, y a pas de souci, il me faudra une facture. Et par contre, est-ce que vous pouvez me couper les doigts s'il vous plaît du gant? Alors, regarde, elle fait, c'est pour imiter un clochard. C'est vrai qu'on aurait pu prendre une chaussette. Et du coup, elle a pris un ciseau, elle a commencé à couper les doigts et tout, et ça a donné ça en fait. Et comme il y avait une espèce de doublure à l'intérieur, j'aimais bien parce qu'on a l'impression qu'il porte deux paires de gants. Non, la vendeuse, elle était pas en PLS, franchement, ça l'a fait marrer. Tu sais, elle a fait une vente. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Et du coup, ça l'a fait marrer, et voilà. Donc tout ça, c'est des trucs que j'ai dû acheter à la dernière minute parce qu'on n'avait pas. Du mystérieux dollar vert. Un artefact ancestral caché, dissimulé aux yeux du monde par une antique civilisation. Il a porté bien les noms. La Moulaga, El Dinero et donc ça, c'est le temple de Lanlef. Je vous invite à visiter. Il est tout petit. Qui en fait, c'était une église, mais alors je sais plus. C'est la mère qui était là. La mère est venue avec un journaliste pour nous recevoir parce qu'ils nous ont prêté les lieux gratuitement et très gentiment. Et on leur a dit qu'on tournait tard. C'est un tout petit village, Lanlef. Ça s'est très bien passé. Ils ont été vraiment très aimables. Ils nous ont prêté des prises de courant et tout ça pour qu'on puisse tourner. C'est un lieu, je crois que Nico était là et Jess était là aussi, donc je crois qu'ils ont parlé au maire, je sais plus si Jess était là. Et en gros c'est une église, mais dans les années, alors je crois que c'est dans les années 80-90, ils ont appelé ça un temple, parce qu'apparemment il y avait des cultes qui venaient, et quelques années plus tard ils ont fait mais non mais c'est une église, mais c'est resté temple de Lanlef, et tous les ans je crois qu'il y a un festival de musique, il y a même apparemment un tournoi il y a eu un porno qui a été tourné là-dedans, de ce que nous a dit Madame la maire. On a fait d'accord, mais très bien. Et en fait, c'est une espèce de lieu rond avec des arcades. Et là, c'est juste Samuel, du coup, qui est derrière et qui joue le rôle de Trétropoulos. Et je me suis inspiré de Alfred Molina dans Indiana Jones. Je voulais qu'il ressemble à ça, en fait. Et il avait la tête. J'ai fait, putain, t'as le visage. Et je lui ai donné ces petites lignes, il était content. Too much info, effectivement. J'étais pas là, mais apparemment, voilà. Et là, vous voyez, encore une fois, cette petite lumière que vous voyez derrière, bah, c'est un aputure. C'est une toute petite lumière que Karim a posée. Très dur à tourner cette scène-là, c'était pas très long, mais comme il faisait extrêmement froid, on a commencé à tourner vers minuit. Il faisait très très froid puisqu'on est en bord de mer. Fred il était congelé, donc il y avait constamment Jess qui lui courait autour avec un plaid pour essayer de lui mettre. Il est chaud parce qu'il se gelait le fion, parce qu'il a pas pris de veste. Voilà. Du coup il a eu très froid et il y avait énormément de pluie, donc moi j'ai une appli en fait qui te dit à une demi-heure près quand la pluie va arriver ou pas, donc moi je pouvais leur dire bougez-vous le cul, il pleut dans 18 minutes. Ça a été très pénible ce tournage, mais tout le monde a été très bon, hein. Autant les acteurs, c'est-à-dire Arthur, Samuel, Aloïs aussi qui faisait Jafar, toute l'équipe a été bonne, Nico, JS, Karim, tout ça, tout le monde a été bien quoi, même Seb il a été bien. Raconte qu'un seul. Alors par contre ce que je comprends pas,
Non, c'est pas plein champ, mon appli, je me souviens plus le nom, attends, je vais te dire. L'appli que j'utilise, donc j'ai de nombreuses applis, à force de parler avec d'autres chargés de prod, j'ai appris plein de choses. C'est Rain Today, c'est plus aujourd'hui, et j'ai aussi une application pour la météo agricole, quand t'es dans les terres, et j'ai dû aller voir sur la météo maritime, parce que quand t'es en bord de mer, c'est pas le même délire. Et les gars, ils étaient ultra hypés, ils étaient trop contents de faire des images ce soir-là, parce qu'ils tournaient en noir et blanc. Et apparemment, c'est un travail complètement différent, je saurais pas vous l'expliquer. Mais les gars, ils étaient trop contents de tourner en noir et blanc, quoi, parce que c'est une façon différente de travailler l'image, quoi. Seul homme a réussi à poser la main dessus. Archibald von Grenier. Je le connais. C'est moi avec une moustache. Enfin, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors là, encore une fois, là vous le voyez pas, mais derrière la boule verte, derrière le dollar vert, il y a une aputure posée comme ça avec du scotch en fait pour pas qu'elle tombe, pour éclairer Fred. La boule, c'est de la résine faite avec un dollar en plastique à l'intérieur qui a été fait par Adrien Caron et Antoine Le Châtelier. Je dis pas une connerie, c'est Jess et là. Ils sont des gens qui bossaient à la base, ils bossaient aussi sur Quotidien. Et quand je leur ai donné les délais, je fais les gars, est-ce que vous êtes capables de faire une colonne, une fausse colonne de marbre, pas verte, pour tourner sur fond vert, mais aussi en extérieur, qu'elle soit modulable. Avec dessus, il nous faudrait une boule verte, on dirait une boule de cristal avec un dollar et tout ça. Je dis par contre, c'est pour dans 2 semaines, les gars, ils ont fait ok. Là, je fais waouh, respect. Respect total. Ils sont vraiment exceptionnels. Et en fait, il m'a montré un peu toutes les étapes. Et il m'a laissé aussi, c'est dommage, je l'ai pas pris. Le dollar vert qui est à l'intérieur, vous voyez, quand vous le regardez, il a l'air comme ça. Et en fait, non, il est tout petit. C'est un tout petit dollar. Et ils m'ont expliqué, fait ouais, on a été con parce qu'à la base, on a fait un dollar vert immense, mais quand tu le mets dans la boule, il était tout déformé parce qu'il y a un effet de loupe. Enfin, un effet grossissant. Et en fait, après, ils ont refait avec un tout petit. Ils m'ont laissé le moule d'origine d'ailleurs. Et ça, ils l'ont fait. Et ils étaient pas contents du résultat. Ils m'ont dit, attends, on va repasser une couche de vernis et tout. Je fais, non, mais rentrez chez vous, allez dormir, je ne sais pas. Et moi, je le trouvais magnifique. Et à l'image en noir et blanc, ça rend 10 fois plus. Et la colonne, pareil, c'est une espèce de ciment posé sur du polystyrène, mais un truc très léger. Et la colonne est vraiment géniale, quoi. On l'a toujours, d'ailleurs, au locaux. Et le cube dessus aussi, enfin, c'est des ouf, quoi. C'est vraiment des psychopathes qui sont adorables. Ils travaillent super vite, très bien. Ouais, je trouve ça fait partie des gens avec qui j'ai... Maintenant, je les ai en numérotation rapide sur mon téléphone aussi. Le mystérieux dollar vert. Alors, petite anecdote rigolote. Comme je l'ai dit, on est déjà... Je crois que là, on est à la fin de la première semaine de tournage, donc on est déjà bien fatigué. Il fait froid, c'est tard. On s'est couché à 2 ou 3 heures du matin et il fallait faire 2 heures de route le lendemain. Fred, plus il était fatigué, parce qu'il canne le porc, en plus il avait froid et tout ça. Donc là, il a un accent anglais, mais plus il était fatigué, plus il avait du mal à maintenir son accent et ça virait sur l'accent créole. Je ne vais pas faire. Et c'était vraiment de la fatigue. Tu sais, c'était pas... Même lui, il n'arrivait plus à le contrôler. Je ne le ferai pas. Oh, Alexandra. Mais Alexandra Magin, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, Carmen Sandiego, entre autres, l'illustre, qui m'a dit ce soir, elle est entre 2 scènes au théâtre et là, elle passe faire coucou. Ou peut-être que le théâtre a pris feu. On ne le saura jamais. Coucou Alexandra, est-ce que tu vas bien? On n'est pas encore arrivé sur tes scènes, ça ne devrait pas tarder. Donc, on a trouvé dans le monde Carmen Sandiego, elle est là. Elle est au-dessus dans le chat. Donc voilà, l'accent créole de Fred qui dérive sur la soirée, c'était bien rigolo, mais c'était très dur pour tout le monde. Il est à moi. Non, à moi. Voilà, Samuel. Donnez-moi le dollar vert, Archibald. Alors Samuel qui a tenu à rentrer. Moi j'ai dit à tout le monde, on va prévoir un hôtel, enfin je vais me charger de trouver un hôtel pour que tout le monde rentre pas loin, parce qu'il y en a. Samuel a fait, non, moi je rentre en voiture, pas de problème. Je fais, mais t'habites à Rennes? Je fais, ouais. 2h15 de route de nuit, il fait, ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude. Je lui ai quand même envoyé un message, je fais, ça va, t'es bien rentré? Il fait, ouais. Théopoulos, le guide que j'ai engagé dans les bas quartiers de Bogota continue de boucher de pain. Mais comment avez-vous pu? Désolé, monsieur Von Grenier, mais j'ai une famille à... Il y avait un matelas au sol, là. N'ayez pas peur. Alors, Arthur, le beau gosse. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Arthur, c'est que je voulais... Moi, dans ma tête, je visualisais le traître beau gosse qui est ami avec Nathan Drake dans les Uncharted. Alors, je crois que c'est dans le 2 qu'on voit ce mec-là. C'est un blond plutôt beau gosse, habillé en aventurier. J'ai vu plusieurs photos. Arthur, il m'a sauté aux yeux. Pas littéralement, hein, il était... voilà. Et il m'a montré son CV d'acteur. Je fais, bon, ben, c'est carré. Je lui ai demandé, est-ce que t'as une tenue d'aventurier, machin? Il m'a sorti ça, cache-pistache. Je fais, bon, bah, allez, c'est banco. Et le jour même, j'avais pas entendu sa voix, ce qui est peut-être une erreur de ma part, parce que je me suis dit, il a l'expérience, j'ai vu des trucs.
Ou alors j'ai entendu ça moi. Mais sa voix naturelle est complètement ouf, quoi. Donc pareil, lui, tu gardes le contact, quoi. Oh, Pierre-Henri Judas, mon fidèle ami d'enfance qui m'accompagne partout dans mes aventures depuis près de 15 ans. Mais comment avez-vous pu? Désolé Archibald, mais entre le pognon et vous, j'ai choisi le pognon. Et Aloïs. Jafar, le grand vizir d'Agraba, mais... Alors, Aloïs, il a été coupé au montage et c'est très dommage. Le costume est par Aurore. Je crois que le bâton, il est à Aloïs. Il avait un peu plus, il avait une ligne de plus que ça, mais je pense qu'il était très nerveux, il avait du mal à la sortir. Alors je sais pas si ça a été coupé au montage pour gagner en temps parce que la vidéo était trop longue ou parce que on a estimé que ça collait pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir parce que je crois qu'il est cosplayer. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il peut cosplayer Jafar, Aladdin et Jasmine. Je ne sais pas s'il peut aussi faire le vizir, ça j'ai pas vu. Mais il peut vraiment faire les trois et c'est impressionnant, quoi. Parce qu'il a lui-même géré son maquillage tout seul. Je crois qu'Aurore n'était pas là sur le tournage, donc oui. Donc c'est Aloïs qui a géré tout son maquillage tout seul, comme un grand, quoi. Et, comment avez-vous pu? Incroyable. Oui, c'est bon, j'ai compris, il y a eu des trahisons, mais du coup, où est le mystérieux dollar vert? Alors ça, c'est Nico. Alors, ce qui va se passer là, je sais pas, c'était pas dans le script. Et je ne sais pas si c'est Nico qui a pris la décision de rajouter le son ou si c'est Fred ou Seb. Mais moi, j'applaudis ce genre de démarche. Voilà. 3 heures de mix en studio. Alain Chabat serait digne. Parce que Nico m'a dit, j'ai passé beaucoup de temps à mixer ce prout. Et là, je l'ai entendu. Et voilà. Et la femme de Nico qui est dans le salon. Parce que Nico, en fait, il faut savoir que Nico, il monte... Quand il fait son mixage sonore, il utilise plusieurs supports, justement, pour pas avoir... S'il faisait que monter au casque, les gens qui écoutent sur téléphone portable ou sur enceinte, tout ça, ben, ils auraient un rendu un peu naze. Nico, quand il fait son mix audio, il vérifie sur tout. C'est-à-dire qu'il a 2 grosses enceintes, il a un casque comme ceci, il a un autre casque, enfin... Il teste à mort pour que ça soit... Et vous vous rendez pas compte du taf que fait Nico pour que le son soit agréable sur tous les supports. Donc, il y a un moment donné où il fallait qu'il mixe ce prout sur enceinte, et comme il met bien fort pour maintenant, ben, sa femme, du coup, a dû subir le prout pendant des heures. Je suis très content. Salut à tous, il existe des licences. Alors par contre, je pense que dans les versions de test, je ne vais pas dire grand-chose, parce qu'en général, je n'ai pas grand-chose à dire, ce sera que du React pur et dur. Donc là, si vous me le permettez, le chat, je ne ferai pas trop de posts sur les parties test, je pense. Moi, ça sera surtout sur les parties scénarisées, en fait. On va dire où là, j'ai des choses à dire. Si ça vous va, on fait comme ça. Qui ont marqué le monde du jeu vidéo pour l'éternité. Sonic, Mario, Assassin's Creed, Halo ou encore Tomb Raider. Tomb Raider, c'est un de ces jeux qui ont marqué... Il est BG de ouf, là, Fred, non? Parce que là, il y a un petit peu de fond de teint et tout ça pour pas que ça brille à la caméra. Il y a l'image qui est travaillée de ouf. Il y a Karen qui a fait des lumières. Là, des ultra BG, là. Ah, il chope en boîte, là. L'histoire des jeux vidéo, puisque c'est à cette époque et avec des jeux comme Tomb Raider ou Mario 64 qu'on comprend vraiment ce qu'est un jeu en 3D. Et pourtant, quand je vous dis Tomb Raider, vous voyez quoi dans votre esprit? Le jeu? Non, bien sûr, vous voyez Lara Croft. L'héroïne a complètement éclipsé le jeu. Et pourtant, on n'était pas parti pour ça au début. La première version du héros de Tomb Raider était un homme, mais trop proche d'Indiana Jones. Il avait même un fouet, c'est dire. Moi, je trouve ça intéressant. Je sais que Fred, des fois, il est un peu sceptique. Il aime bien quand on explore un peu plus des trucs sur la réalisation des jeux et tout ça. Je sais qu'il est un peu sceptique là-dessus. Lui, il préfère parler du jeu en lui-même directement, parce que ça amène sûrement plus de blagues, et c'est plus quelque chose auquel tout le monde peut... se référer, on va dire tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont joué au jeu Tomb Raider, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont voulu s'intéresser à la production. Moi, je trouve que c'est quand même des touches intéressantes de parler des gens qui sont derrière les jeux aussi. Il fut décidé alors de prendre une héroïne. Finalement, c'est un design de femme latino qui fut retenu du nom de Laura Cruz, qui finalement fut modifié pour sonner plus anglais, Lara Croft. Ah, ça va, déjà on vous met une gonzesse, elle est pas en plus... Alors, il y a Moifou dans le chat qui dit « Pourquoi t'es en noir et blanc ?» Je rappelle, c'est la version de la rédemption. C'est la Snyder Cut de ma vidéo précédente qui pour moi était un petit peu ratée. Abonnez-vous. Je suis drôle. Réclamer une étrangère. Le personnage plaît aux filles, elle est belle, elle a des courbes, elle assume sa féminité, elle n'est ni une princesse à sauver, ni un garçon manqué. Et le personnage plaît aux garçons. C'est bizarre ce sourire. La puberté.
Et du coup, évidemment, avec son côté très belle femme, ça n'a pas attendu longtemps pour en faire un genre de pin-up du jeu vidéo. Pub à la télé, dans les magazines, sur des couvertures... Non, je ferai pas de Lara ralenti, Croft, désolé les c'est amis. bien, Lara Croft à poil, c'est mieux. Et cette sexualisation... Alors ça, il y a... Tous les effets sonores en général sont pas écrits au script, c'est Nico qui les gère, il a une science du placement. C'est comme si c'était son métier, quoi, et qu'il avait fait des études là-dedans. Et j'apprends énormément avec lui sur le traitement du son, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Alors je suis pas à son niveau du tout, parce que lui il utilise Pro Tools et tout ça, c'est un gueudin. Mais surtout, vous vous rendez pas compte à quel point c'est... pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, je suis sûr qu'il y en a qui savent, qui vont dire, ah bah si, je sachais. Mais il a une science du placement des effets sonores et même des démarrages de musique sur des séquences et tout ça qui sont vraiment... Eh, merci Roll Dice. Qu'elle n'avait pas du tout à l'origine d'ailleurs. Donc n'a respect pas à trop Nico. plu à son créateur qui a quitté Core Design en partie à cause de ça. Attends, comment ça s'appelle quand on prend une belle meuf et qu'on la fout à poil contre son gré pour gagner de l'argent? Du proxénétisme? Du marketing. Voilà, merci. Ben oui, c'est un rêve mouillé de marketeuse à imaginer, elle peut même pas dire qu'elle est pas d'accord. Tomb Raider est donc un puzzle platformer sorti sur PS1, développé par Core Design et édité par Eidos Interactive, sorti en 96. On y joue le personnage de Lara Croft, une aventurière archéologue, mais qui a un problème avec tout ce qui est précieux. Et à votre gauche, la muraille... Donc ça, c'est... J'ai oublié son nom, ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. C'est Natacha. J'ai oublié son nom de famille. C'est Natacha, qui jouait dans la pub de l'eau pour Cyberpunk, et qui du coup qui a été appelé au pied levé parce que il a fallu trouver les gars dans leur habituelle gestion du temps hors du commun m'ont dit un petit peu à la dernière minute, ah au fait il nous faudrait une Lara Croft pour dans 3 jours qui joue super bien et qui ressemble à Lara Croft. Du coup j'ai fait ah, c'est une solitude incommensurable. Et du coup, ben, on a réussi... Enfin, j'ai appelé Natacha parce que je savais qu'elle était bonne actrice et qu'elle pouvait ressembler potentiellement à Lara avec la natte et tout ça, qui était ultra pumped up pour le rôle. Et il a fallu lui trouver... Alors, elle a trouvé le short et le débardeur sur un Décathlon pas loin de chez elle. Et moi, je suis allé trouver dans une boutique de surplus militaire que Jess m'a trouvé. À dernière minute, Jess me dit « Ah, il y a un truc, mais qui est un peu loin, mais... moi, dans le rôle de Lara Croft, oui. Et comme je l'avais expliqué sur la vidéo d'avant, en fait, cette boutique de surplus militaire, je l'ai eu au pif total parce que c'était encore à la période où ils n'avaient pas le droit d'ouvrir. Le gars m'a dit, bah si tu passes vite fait, je peux t'ouvrir, mais voilà quoi. Vous direz pas aussi. Et là-bas, j'ai trouvé absolument tout, c'est-à-dire le drapeau de l'Angleterre, les holsters, les Rangers aussi pour Fred et Natacha, parce qu'il leur fallait tous les deux. J'ai absolument tout trouvé là-bas, et d'ailleurs, je lui ai dit, je garde votre contact, parce qu'ils avaient plein de trucs extrêmement intéressants pour nos futures vidéos. Et du coup, moi, je trouve que Natacha, ça en est très bien sorti. Muraille de Chine, une des 7 merveilles du monde. Alors bien sûr, tous les plans Mandaloschlag et 3D, ça a été fait par... alors c'est Karim et Ben et Jordan des post-process. Qui ont dû gérer tout ce qui est plan 3D et tout ça qu'on voit derrière les acteurs. Oh mon dieu, on a retrouvé le temple de l'Atlantide! Regardez, c'est le dernier dinosaure vivant sur Terre. Bref, on parcourra le monde pour trouver des artefacts perdus venant de civilisations du tiers-monde afin d'en ramener les richesses chez soi. J'appelle ça l'histoire de l'Occident. Ah, ce plan, il est beau de ouf, quoi. Donc là, typiquement, c'est tout ce que j'ai trouvé à l'arrache dans une boutique de surplus militaire. C'est Natacha qui a dû apprendre son texte en un jour ou deux, je crois, grand max. Ça pareil. Alors, je crois que le bâton, c'est un truc qu'a démonté Jess, et moi, ben, je suis allé acheter le drapeau anglais, et pas facile. Bizarrement, c'est pas si facile que ça à trouver dans un temps aussi court. Parce que n'oubliez pas qu'avec le Covid, tout est ralenti au niveau des livraisons et tout ça. Donc, extrêmement content d'avoir trouvé tout ça pour ce plan. Et là, je crois que c'est Jordan qui l'a fait, ce plan, où elle se tient sur une map monde et... Je veux dire, genre, elle a l'Arche d'Alliance dans son entrée. C'est même pas exposé. C'est genre, elle s'en sert pour poser le sac de course quand elle arrive. Et on prendra un grand plaisir à rentrer dans des grottes inexplorées et à poser le pied dans des tombeaux que ça, c'est beau, ça. Ça, c'est Jordan, je crois, qui l'a fait. La lumière et tout, c'est beau de ouf, quoi. Si le jeu a eu un tel succès, ça n'est pas que à cause de sa colossale... non, j'ai pas mis mon micro, tu es devenu sourd, je pense. Qui a foutu sa poitrine à 150% au lieu de 50. Ouais, une erreur. C'est aussi pour son gameplay et ses innovations. Il faut bien comprendre qu'on est encore là dans la période où les jeux sont en train de passer de la 2D à la 3D. Et le fait qu'on ait un jeu permettant de... Alors, le Mandaloschlag, pour ceux qui demandent, je répète, il y en a sûrement qui vont me dire, tu l'as déjà dit, machin. Je répète pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde ne regarde pas mes vidéos, c'est incroyable.
Le Mandaloschlag, en fait, c'est un énorme PC avec une carte RTX 3080 qui nous a été offerte par Nvidia d'ailleurs. Coucou Nvidia. Aucun commentaire sur la surdité sur une vidéo Tomb Raider. Je ne comprends pas. Donc c'est un très gros PC quand même, c'est une grosse machine qui est branchée dessus un HTC Vive, un casque de réalité virtuelle. Et on a acheté en plus un capteur qu'on fixe à la caméra. D'accord? On a notre caméra, notre grosse nouvelle caméra, où dessus on a un capteur HTC Vive. Et le casque VR, en fait, va servir de décor. C'est-à-dire que Jordan, en direct, dans l'ordinateur, il va générer des décors en 3D qu'il a fait avant, ou Ben, ou Karim. Donc typiquement, la caverne que vous venez de voir, où il y avait Lara Croft qui se baladait. Il va générer ce décor en 3D. La caméra va être traquée par rapport au casque VR, qui va renvoyer ça dans l'ordinateur, d'accord? Ce qui fait que quand vous filmez l'acteur, fond vert, ça c'est des fonds verts, si on bouge la caméra se déplacera comme si elle était dans une vraie pièce. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui fait que si Lara se déplace dans son salon, qui est généré en 3D, en temps réel, il va suivre l'actrice et filmer le salon. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de faire défiler une vieille image, une photo qui va se déplacer comme ça, ou de vous dire, attends, il y a un champ contre champ, c'est-à-dire que là on voit un acteur, là on en voit un autre. Donc il faut que je trouve la photo où il y a l'acteur, et il faut que je trouve son opposé, il faut que tu trouves la même pièce en photo ou quoi pour faire le truc. Non, là, t'as une pièce, c'est comme si tu tournes dans une vraie pièce, sauf qu'elle est en 3D, elle n'existe pas. Et le Mandaloschlag, c'est ça, c'est un PC de ouf qui va générer des pièces en 3D en temps réel pour que tu puisses suivre avec la caméra comme si tu étais dans une vraie pièce. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est beaucoup plus simple ce que tu dis. C'est, au lieu que ça soit un décor en 2D après qu'on va animer nous-mêmes, c'est, tu es dans un décor en 3D. Et tu le filmes en temps réel. C'est complètement fou, quoi. Courir, sauter, plonger, nager, tirer, s'agripper à des parois, tirer des blocs, activer des interrupteurs, faire des roulades, marcher, faire le... Le poirier. Le poirier, bon ok, ça sert à rien. Eh ben, tout ça, c'était énorme à l'époque. Et le jeu, dans sa globalité... Tu gères comment les objets devant l'acteur? Ben, c'est la caméra qui va faire le taf. Parce que le signal qui est envoyé dans la caméra, elle te dit, si t'es dans une pièce où il y a effectivement un objet devant, ben, l'acteur, eh bien, il est devant l'objet. Parce que justement, la caméra est traquée et l'acteur aussi est traqué par rapport à là où il est. Truffé de bonnes C'est comme si t'étais dans un jeu VR, sauf que c'est filmé. Des Croft, hein, un niveau optionnel accessible par le menu du jeu qui sert de tuto et qui est une idée géniale parce que ça ancre Lara comme étant un personnage qui vit en dehors de l'histoire principale. En plus de rajouter de la profondeur en racontant quelque chose. Tu peux te cogner les gros orteils sur un objet 3D, effectivement. Ça raconte qu'elle est putain de riche! Après, le jeu n'est pas exempt de tout défaut. Niveau maniabilité, sans stick analogique, c'est vraiment Tomb Raider. Hein. Le personnage est lourd, le système de sauvegarde est épouvantable. On a les classiques problèmes de caméra qui s'accentuent de plus en plus quand dans le jeu on commence à rencontrer des ennemis rapides ou de plus en plus nombreux. Et puis on va pas se le cacher, hein, l'histoire des Tomb Raider, c'est un énorme nanar. Quand tu vois que le scénar du jeu arrive à vouloir nous placer en restant sérieux des boss comme un cowboy ou un gamin qui fait du skate, mon petit, qu'il arrive à mettre d'or ça j'ai pas compris cette vanne quoi. Et à transformer la cité de l'Atlantide en un anus de steak haché. Alors en fait, c'est un peu surtout comme le système qui est utilisé pour faire le Mandalorian, d'où le Mandaloschlag. Mais le Mandalorian c'est encore autre chose parce que je crois qu'ils ont carrément des plaques LED géantes où tu peux reproduire un décor qui marche dessus, enfin c'est très, très particulier. Et c'est pour ça à la base qu'il s'appelle le Mandaloschlag. C'est rapport au JDG sur les Zelda CDI. D'accord, faudra que je regarde un jour JDG, hein. Ça a l'air bien. Hein. Tu sais que t'es pas devant un Jules Verne. Hein. Bref, le jeu a ses défauts, mais ils sont minimes à côté de tout ce qui est apporté. C'est un carton, 7 millions de ventes. Le succès est tel que Lara Croft devient même la mascotte officieuse de la console, alors que le jeu existait aussi sur Saturn et PC. Malgré quelques améliorations, comme dans le 2, hein, regardez, par exemple, elle a une natte. Waouh, et quelques petits changements dans le gameplay, les Tomb Raider suivants n'atteindront jamais le succès de l'original. Tomb Raider 2 tentera d'apporter des niveaux plus urbains, ce qui apporte aussi son lot de moments stupides, comme ce moment où tu déclenches un piège qui te fait tomber des rochers sur la tête. C'est un peu étrange dans un théâtre à Venise, on va pas se mentir, mais Tomb Raider 2 c'est aussi le jeu où le moteur graphique montrera déjà ses limites. Quand t'es dans des cavernes immenses ou dans des tombes égyptiennes, tu peux accepter un peu n'importe quel décor, hein, mais Venise, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et ça ressemble pas à ça, hein. Le souci, c'est que le moteur de Tomb Raider n'est pas fait pour afficher des détails. Et c'est à cause de ça que tout a l'air hors de proportion. Ah bordel, les riches, je te jure. Salut, c'est Lara Croft et Vous voyez, typiquement là.
Jordan a envoyé un signal du coup de ce manoir en 3D où normalement il y a des fontaines et tout qui doivent être en face de Lara du coup. Et Seb là par contre a fait une caméra un peu documentaire, il a porté la caméra à l'épaule avec le capteur. Du coup quand ça bouge, vous voyez pas la maison qui ne bouge pas, tu sais. Non, ça bouge en même temps que la caméra, justement, la maison ne bouge pas mais vous voyez bien que ça bouge. Vous présenter la maison. Alors vous voyez ça, c'est ma cuisine. Ça c'est Winston, mon majordome. J'adore vraiment mon Winston. Mais Oui, par contre, je suis désolé. Des fois, il peut y avoir des poses d'images qui sont pas avantageuses pour les acteurs. Désolé d'avance, Alexandra, si tu es encore là. Je lui mets une cible et je lui tire dessus. Voilà. Salut François Morinière. La police. Ça, c'est la salle du tapis. C'est tout. Ça sert à rien d'autre. Ça, c'est mes chiottes. Et j'en ai mis 2. Comme ça, si je veux, je peux chier avec une copine. Mais j'ai pas de copine, alors je fais ça avec mon majordome. Ma vie n'est qu'une souffrance sans fin. Niveau nouveauté, y a pas grand chose de révolutionnaire. Hein. Tomb Raider 2 ajoutera des véhicules, Tomb Raider 3 se dira qu'on pourra en faire des phases de plateforme. Ce qui est... Ce démarrage sur 2 roues là. Une idée de merguez. Et plus les jeux avancent, plus la difficulté va exploser. Sérieux, même les cheat codes pour passer les niveaux sont difficiles. Alors, faites un petit pas à gauche, un petit pas à droite, un petit pas à gauche, un... Alors la borne d'arcade qui est derrière, il y a Blood Bros dessus, on l'a trouvé avec Nico, je crois, sur Le Bon Coin. Et c'est un gars, en fait, qui avait un oncle qui était forain, et du coup, il était passionné, il nous a montré, il avait encore des circuits imprimés de jeux d'arcade et tout ça qu'il gardait bien à lui. Il y en a certains qui ne voulaient pas vendre parce que c'était vraiment des jeux... C'est un faux magazine refait. Non, celui-ci, c'est un vrai console plus que j'ai trouvé il y a fort longtemps. Un pas en arrière, un petit pas en avant, 3 tours sur place, un saut en avant, roulade. Voilà. Donc, Fred qui a appris à danser, les marques au sol pour les caméras et tout ça, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est chiant de refaire les setups à chaque fois. Audrey qui est prof de danse sur Fougères, enfin dans la région. Peut-être qu'elle se déplace. Et une amie à elle qui est venue... parce que j'ai dit à Audrey, est-ce que tu as des amis qui peuvent venir danser, hommes ou femmes? Je dis oui, je peux trouver. Et la première fois, elles étaient venues en première semaine, et au final, on n'a pas tourné avec elles parce que la journée a pris un temps de ouf, et Audrey a dit, c'est pas grave, j'habite à Fougères, donc c'est pas un problème. C'est pas la première fois qu'elle tourne avec nous, elle a tourné dans Mission Impossible, je crois qu'elle a tourné dans la vidéo des 10 ans avec sa petite fille d'ailleurs. Enfin, c'est plus sa petite fille qui a joué dans la vidéo des 10 ans que elle, parce qu'elle, on n'en voit pas beaucoup. Et du coup, elle est venue avec une amie, elles sont revenues en semaine d'après pour refaire cette séquence. Et elle me disait, mais si tu veux, je fais des vidéos tuto pour apprendre pas à Fred, pardon. Je dis non, parce que je connais Fred, il la regardera pas. Lui, il vit dans le moment. Tu vois, il faut lui apprendre, mais pas dans le moment. Il s'en sort très bien. Hein. C'est sympa, mais c'est quoi le code du coup? À partir de Tomb Raider 3, les ventes commencent vraiment à chuter. Les gens se plaignent que le jeu est trop dur, que la licence tourne en rond. Et de toute façon, faut aussi comprendre qu'à ce moment-là, les équipes sont déjà rincées. Alors là, c'est très bizarre parce que ça a fait bugger des gens ce plan. Et comme je le disais la dernière fois, si je fais... Moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que quand il réfléchit, c'est très bizarre. Parce que le joueur du grenier était habitué à ce qu'il soit assis sur un canapé. Et d'un coup, là, il est debout. Et quand tu connais le bazar du grenier, il y a beaucoup d'émissions où Fred est debout de cette manière. Du coup, c'est vrai que ça peut... Alors, ça rend pas la vidéo nulle à chier. Hein, soyons sérieux 2 minutes. Mais voilà, ça dénote un peu, on va dire. Il a des jambes. Eidos pousse les développeurs à sortir un jeu par an. En même temps, c'est logique parce que sur le plan d'avant, il dansait. Donc, il s'est pas rassis de suite. Rassis. Ouais. C'est colossal, on note même des cas de problèmes de santé mentale dans l'équipe. Tomb Raider 2, c'était les idées restantes du 1, Tomb Raider 3, c'était les idées rejetées, Tomb Raider 4, c'est... Eh ben voilà, voyez bien qu'il reste des idées là-dedans. Allez, ça part en prod. Le rythme est tellement délirant que les développeurs décident même de tuer le personnage de Lara Croft à la fin de Tomb Raider 4 sans le dire à l'éditeur, ou du moins en lui disant au dernier moment. On est qu'à 12 minutes sur la vidéo, les amis. La VOD, elle va durer 8 ans, quoi. Il y a même un des développeurs qui avait proposé de décapiter Lara Croft juste pour être sûr qu'elle soit bien morte. Mais ça ne suffira pas. Mais foutez-nous la paix, vous voyez bien qu'elle est morte. Pas de problème. Vous connaissez les flashbacks? Alors ça pareil, les figurants, c'est une confusion totale dans ma tête, je sais plus où on en est, quoi. Angel of Darkness, le futur Tomb Raider de la PS2, et ils doivent évidemment tout reprendre de zéro parce que c'est une nouvelle machine. Mais malgré ça... Et en plus, je suis en train de me dire, sur les plans des figurants qu'on voit juste avant, on en voit qu'un à l'image des deux autres, on les voit pas.
Et j'ai plus souvenir. Alors, j'ai mon fichier de crédit où on reverra leur nom, hein, mais sur le coup, je me suis dit, putain, on les a fait venir pour pas les voir en fait. DOS impose de faire encore un autre Tomb Raider sur PlayStation 1 pour traire la vache jusqu'à la dernière. Figurant, c'est ultra ingrat. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter tous les figurants de toutes les vidéos auxquelles j'ai pu participer, parce que les mecs viennent avec une énergie de ouf, alors que souvent c'est du volontariat, c'est-à-dire qu'on paie très souvent les acteurs, les techniciens et tout ça, mais les figurants, on essaye toujours de prendre du coin pour que ce soit des gens qui viennent de pas loin. Pour que ce soit des gens qui viennent de pas loin, mais très souvent c'est des fans et ils sont ravis, parce qu'ils sont ravis de jouer dans une vidéo. Et moi je leur dis, je fais, mais par contre je vous préviens, vous allez apparaître une demi-seconde et vous allez peut-être rester ici 3 à 4 heures et je m'en excuse d'avance. On a toujours à boire et à manger parce qu'avec Jess, on fait toujours des... Jess prévoit toujours qu'on ait à manger et à boire pour tout le monde. Souvent, elle a fait des barbecues exceptionnels. Et je dis, voilà, c'est... Je suis désolé d'avance, ça va durer longtemps, mais vous ne serez pas beaucoup dans la vidéo. Et tous, il n'y en a aucun qui se plaint en général, qui dit, mais on s'en fout, on est content d'être là. Et là, je dis, écoutez, c'est très simple. Plus vous êtes discipliné, plus ça se passe bien. Quand on vous dit de ne pas parler entre les scènes parce qu'ils font des réglations, quoi. Si vous parlez pas, vous respectez les consignes, tout ça, plus vite on finit, et plus vous pourrez passer de temps à parler ou faire des photos avec Fred et Seb. Et en général, ça se passe toujours méga bien. Et moi, ça me sidère que ces gars-là, et ces femmes-là aussi, soient toujours aussi pump et up et autant d'énergie. Ils sont toujours ravis, en fait. Et vous voyez, typiquement, là, on a cet exemple-là où le jeune homme, là, on l'a vu une seconde. Et derrière, les autres, on a vu leurs jambes, mais le jour où ils sont venus, ils étaient ravis. Voilà. Donc, chapeau les figus, quoi. Fred, il a tout donné. Alors, vous voyez, typiquement, là, sur le plan d'avant Frankenstein, il y avait une simulation un petit peu d'orage, et encore une fois, c'est les apputures qui font ça. C'est les apputures qui envoient des signaux random pour le faire. Revient sur les aventures de Lara Croft en mode flashback et c'est le jeu de trop pour le studio. Les énigmes sont stupides, le jeu est dépassé graphiquement et techniquement, on a des mécanismes romains géants qui tirent des lasers, des ennemis gladiateurs humains. Mais attendez, ça se passe à notre époque, Tomb Raider, c'est quoi? Il y a vraiment un mec qui s'est levé un matin, il a embrassé sa femme et... Salut chérie! Et voilà, le petit Rémi, donc Iron Quest sur YouTube, hein. Qui était dans la vidéo Mortal Kombat, il me semble. Et là, du coup, il jouait un gladiateur. On lui a trouvé... on a bricolé un petit peu... Aurore a un petit peu bricolé avec ses... Parce qu'il fait du béour aussi, évidemment. Moi, je lui ai trouvé un casque de gladiateur sur Amazon. On lui a fait des petites sandales. Et là, je crois que c'est Jess qui a trouvé la maison. Moi, j'étais pas là. J'étais en vacances à ce moment-là. Vraiment la dépression qui a vraiment atteint le taux maximum. Et Jess avait trouvé une maison et c'est elle qui a organisé... Elle a pris mon poste, hein, elle a essayé de me piquer ma place de chargé de prod. Elle a trouvé une maison pas très très loin qui correspondait à ce que les gars voulaient, on a pu tourner. Malheureusement, je peux pas vous parler de la scène et c'est plus Jess qui le ferait parce que moi j'étais pas là ce jour-là. Donc... Et tout ça, encore une fois, on a dû mettre Rémi à poil en Bretagne pour qu'il apparaisse 3 secondes. Ah, je ne sais pas combien de temps a duré ce tournage-là, donc là c'est plus Jess qui pourra vous le dire. Je m'en vais bosser. Un des développeurs en 2016 donnera même une interview et appellera ce jeu, je cite, un gros tas. C'était pas lui qui était dans Fisty et qui jouait le flic à poil dans la vidéo des 11 ans. Tout à fait, c'était Thanos dans la vidéo des 11 ans, et c'est le flic stripteaser qu'on voit dans l'intro du film aussi, effectivement. De vieilles... Mercredi chez Judo. Du coup, je serai pas là. Jess, oui, elle est en CDD chez JDG. Il dit vraiment n'importe quoi et en direct. Non, parce que quand ça sera rediffusé sur YouTube... Alors ça, c'est au musée de... il a un nom ce musée, c'est au musée de Condé en Noiroux ou en Normandie, je sais plus. Du coup ça c'est moi qui remonte le couloir, ça on l'a filmé en dernier je crois cette scène où je remonte le couloir. Pareil, il y a des apputures, il y a des lumières dans tous les sens. J'ai dit ça a duré 20 minutes car on a perdu Seb sur la route. Ah mais je sais pas, je me rappelle plus du tout, il me semblait que ça avait été plus long que ça à tourner, j'aurais dit 1 heure à tout péter, le temps de s'installer et tout ça. Là j'attends de savoir... La scène du gladiateur, vous voyez, typiquement, c'est pas possible que ça ait pris 20 minutes, Jess. La scène du gladiateur, c'est impossible que ça ait pris 20 minutes, parce qu'il faut compter le déplacement, parce qu'il faut déjà compter le... faut aller chercher le matos. Et déjà, c'est... alors ça, c'est une demi-heure de qui va chercher quoi. Ah. Après, c'est le temps que tout le monde pose 3 fois la question de c'est où au fait, parce que je sais pas, et on m'a pas dit. Ils oublient. Après, c'est une fois qu'ils ont le truc, c'est ah mais c'est à quelle heure déjà parce que moi j'avais un truc de prévu.
Après, c'est le temps qu'ils arrivent. C'est le temps qu'ils placent le matériel. C'est le temps qu'on se rende compte qu'on a oublié des parties du costume. Donc 20 minutes? Non, j'y crois pas. Tu mens. Tu mens. Après, c'est le temps de plier le matériel, de perdre des objets et de se dire merde, ils sont où? Voilà, si tu comptes tout, 1 heure. Mais oui, 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps où tu appuies sur record et que Seb oublie son texte 3 fois. Mais en vrai, une scène à tourner, ça ne prend pas 20 minutes. Oui, mais l'organisation fait partie du travail, Jess. C'est ça que je veux dire. Donc là, on a tourné à Condé-en-Noireau, le musée. C'est Pierrot, du coup, qui nous a dépanné ça. Alors, je crois qu'il fait partie du conseil ou d'un truc que j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est une médiathèque musée qui est vraiment fabuleuse. Et je vous invite à y aller parce que c'est vraiment très bien. Vous êtes dans le coin. Ça, c'est la première scène qu'on a tournée, par contre, en arrivant. Alors, pareil, comme c'est... ils ont été mais vraiment fantastiques dans ce musée-là. Parce qu'il y avait une seule porte qui permet de faire la visite du musée. Ben, ils l'ont fermée pour dire aux visiteurs, non, vous rentrez pas. C'était un jeudi, mais ils se sont dit, vous inquiétez pas. Les gens ont quand même accès à la médiathèque. Ils ont fermé la porte. On l'a clôturée juste pour empêcher toute lumière de rentrer. Mais comme toutes les salles n'ont aucune fenêtre, Karim, il était ravi parce que c'était beaucoup plus facile pour gérer la lumière. Parce que mine de rien, il y a de la lumière là. Tu sais, vous vous dites, ben non, c'est dans le noir. Ben non, cette lumière bleue que vous voyez, ben, c'est la lumière travaillée par Karim et tout ça. Tu vois. Vachement impressionnant. Et aussi, Karim tenait absolument à ce que les murs du musée ne soient pas blancs. Parce qu'apparemment, c'est très très chiant pour éclairer, ça renvoie, c'est nul. Et on a trouvé ce musée, du coup, qui a des murs rouges magnifiques. Et, et ça, du coup, dessin fait par Sorina, impression faite sur toile qu'on a reçu le jour même, je crois, ou la veille. Alors qu'à la base, on était en sueur parce qu'on s'est dit, putain, on n'a pas le cadre qui va avec. Le tableau original qu'on a reçu, il était beaucoup plus grand parce qu'il était prévu pour le musée des Beaux-Arts de Rennes. Et du coup, on pouvait pas le prendre là parce que ça aurait été 10 fois trop grand. Et je crois que le tableau, on l'a reçu le matin même. Heureusement, bien à l'avance, Jess avait eu des idées avec Nico pour faire un faux cadre en achetant des moulures en polystyrène à Leroy Merlin qu'elle a découpées, qu'elle a peintes avec de la peinture dorée, qu'elle a fait sécher. Donc en fait, elle avait tout de près. Et le matin même, pendant que les gars tournaient... Vous voyez la scène où Fred arrive la première fois, donc qui prend du temps quand même à tourner. Ça ne prend pas que 20 minutes. Et pendant ce temps, Jess était dans une autre pièce à découper comme il faut les morceaux de polystyrène et à les fixer à la cloueuse pour donner ce résultat-là. On l'a reçu la veille? Ok. Parce que je savais plus si on l'avait reçu la veille ou le matin même et qu'on l'avait embarqué. Mais voilà, c'était dans un timing... Nous, on avait payé des suppléments et tout. Je me rappelle, Sorina m'avait aidé à passer la commande du tableau parce qu'il y avait une histoire de marge et tout ça qu'il fallait faire gaffe pour pas que ça monte sur le tableau. Et on avait payé plus cher pour être livré plus vite. Et on devait être livré genre 2 jours après. On a été livré 4 jours plus tard. Moi, j'étais fou, quoi. Les mecs, je voulais les brûler. Et on l'a reçu la veille. Et du coup, Jess a fait le cadre le matin même pendant que les autres tournaient. Ouais, moi, j'étais à moitié là, Jess. Moi, je faisais mon rôle de chargé de prod. C'est-à-dire, je passais et je fais... On est à quel niveau de merde, là? Et je repartais ailleurs. Et en fait, non, ça rend méga bien, quoi. Le rendu est méga propre. Et du coup, attention, je vais essayer de faire un arrêt sur image merveilleux. Utilise le carnet d'Archibald. Tout est noté dedans. Oh là là, mais vous avez mangé une poubelle ou quoi? Oui, entre autres. Laurent Croft, je vais vous délester de cet encombrant petit carnet. Tiens. Alexandra Magin. Du coup, Magin. Que j'appelle Alexandra Machin, des fois. Pour la déconne. Je suis un petit déconneur, hein, attention. Du coup, Alexandra qui jouait Lois Lane dans la pub NordVPN de la vidéo des 11 ans. Qui jouait aussi 1 ou 2 rôles, je crois, dans la vidéo Cyberpunk. Et qui était toujours chaud patate pour revenir pour jouer un rôle. Et je crois qu'elle était très contente de ce rôle en plus. Voyons voir ce que vous cachez là. Voilà, l'arrêt sur image. Ce carnet ne vous servira. Et le cosplay, il faut savoir que c'est... Alors, il y a une part, je crois que c'est... Alors, je sais plus si c'est son chapeau à elle ou si c'est Aurore qui a bricolé celui-là. J'ai pas envie de dire une connerie, donc je vais dire non. Et le costume, c'est un costume qu'on a trouvé sur un truc d'Halloween de Carmen Sandiego, mais qu'on a rafistolé. Je crois que les bottes et les gants sont d'elle. Parce qu'encore une fois, elle fait partie de ces actrices, Alessandra, qui proposent des vêtements. Ça se dit Magin en principe. Je vais trouver un autre jeu de mots, t'inquiète pas, Alexandra. C'est ton chapeau qu'Aurore a custom. Voilà, je savais que c'était à peu près ça. Et alors, ses gants aussi, ils déteignaient de ouf. Elle avait les mains noires en fin de tournage. Les bottes étaient à elle.
Et voilà, c'est ce que j'ai expliqué au début, en fait, c'est que plus on avance et plus on travaille avec des acteurs qui ont de l'expérience, plus on se rend compte qu'en fait, ils proposent toujours des choses, et ça, c'est un bonheur, quoi. Ils ont très souvent des garde-robes et des... Alexandra a des perruques aussi et tout. Et ça, c'est un bonheur de travailler avec des gens qui sont un peu investis dans leur rôle et qui veulent se costumer, quoi. Rien, et Alexandra en fait partie, du coup. Alors, comme ça, vous aussi, vous êtes à la recherche du mystérieux... Il est parfait, hein. Son cosplay est parfait. Mais... dites-moi... Son costume, pardon, pas son costume. Pourquoi recherchez-vous cet objet? Je veux m'en servir pour lever la malédiction. Alors, et là, l'autre bras, donc... Alors, de mémoire, attendons, on va voir si Jess me confirme. Le bras droit, là, c'est Alexandra. Le bras gauche, c'est Aurore, avec un gant et la veste de Bob Lennon, je crois. Ou du moins, une espèce de peignoir rouge, ou... voilà, quoi. Qui pèse sur le monde. Comment vous faites ça? Dans ce cas, nous avons le même but. Et vous? En quoi ça vous concerne? Pourquoi vous recherchez ce mystérieux dollar vert? Toute cette malédiction ne concerne pas seulement les tétés et les zouzous. Ah non. Il y a des choses bien plus graves en jeu. L'histoire commence en 1900. Alors, jeune chancelier souhaite récupérer le dollar vert pour maîtriser son pouvoir. Attendez, je comprends rien du tout, là. Bon, bref, on doit récupérer le dollar vert. J'en ai besoin autant que vous. Désolé pour le Mettons-nous chien. au travail. Il doit y avoir un indice là-dessus. Attention, la blague. Les indices dans les tableaux sont souvent dissimulés. J'ai emmené une lampe à lumière noire. Alors ça, c'est bah, c'est moi. Hein. J'étais voilà, il faut bien s'occuper entre les scènes. On voulait que ça fasse réaliste. Alors il y avait une blague obscure là-dessus. Il y avait une blague obscure qui a failli se faire, mais on l'a pas faite. Parce qu'à la base, quand je remonte les couloirs en vigile au début, je devais dire où est ce gamin qui se masturbe dans le musée, tu sais, genre je recherche. J'étais un peu déçu qu'on l'ait pas faite ou qu'on ait même pas tenté de le filmer. Et je ne sais plus de qui vient cette blague. Mais je crois que c'est Seb qui me disait vas-y, ce serait marrant si tu disais je vais finir par le choper ce gamin qui se masturbe dans le musée. Et du coup, on arrivait sur ça. Ça n'a pas été fait malheureusement. Rien du tout. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Elle l'a super bien joué, Alexandra, parce que juste de dos, quand on sent qu'elle est deck, quoi. J'ai peut-être une idée. Alors voilà, eux ils sont partis tourner ça en fin de journée. Une fois qu'on a eu tout fini, on a demandé à Pierrot qui est de la ville du coup. On lui a dit bah, est-ce qu'il y a un panneau de ville comme ça où on peut aller? À la base ça devait être Neuilly je crois. Et au final ils ont gardé le nom de la ville. Et eux ils sont partis filmer ça et pendant ce temps nous avec alors Tom, c'est-à-dire le compagnon d'Alexandra et Jess, pardon excusez-moi j'ai eu un énorme trou de mort. Ben, on est parti, nous on rangeait le matos, tu vois, pendant qu'ils vont s'amuser à faire les cons devant des panneaux avec des pelles, qu'on a oublié d'ailleurs, on en a fait cadeau au musée, hein. J'espère qu'il la mettra en vitrine. Voilà, rip ta pelle. On t'en achètera une autre, Jess. Et ben, eux ils s'amusaient à tourner, nous on rangeait le matos. On pourra expliquer la vanne parce que j'avoue, j'ai pas capté cette blague. Laquelle? Ok, c'était pas à Condé-sur-Noireau. Ouais, voilà, on va aller à San Bruno alors. Fin 99, alors qu'une partie des équipes finit Tomb Raider 5... Le nom de la ville ben, c'est une ville qui s'appelle Condé-sur-Noireau. Alors que sur le tableau, il y a écrit c'est à San Bruno. Ils sont pas du tout au bon endroit. C'est juste que Carmen s'est avéré dans le lore qu'elle est con, en fait. Ça sera dit plus tard. Le nouveau jeu Tomb Raider commence son développement. Nom de code, Tomb Raider Next Generation. Le ton est donné, hein. C'est fini la Lara Croft à papy, maintenant on va tout réinventer. Le service marketing fait un tas d'études de marché pour savoir ce que les gens veulent. Et vous savez à quel point c'est toujours une excellente idée de demander aux gens ce qu'ils veulent pour un produit la blague, c'est juste que Carmen Sandiego est conne. Tout ce qui marche en ce moment, Metal Gear, Shenmue, et puis tant qu'on y est, on va aussi donner à Lara ce côté dark et edgy typique des années 2000. Et quand t'es un fan de Tomb Raider, à ce moment-là, tu te dis enfin le renouveau d'une licence qui tournait en rond depuis Ciao des Alexandra, années. merci d'être Le venue. jeu est Un plaisir. absolument partout, pub à la télé, dans les magazines, interview de Lara Croft qui agite son boule en direct. Ça va forcément être génial, merde. Le jeu commence donc sur une cinématique mystérieuse avec une voix off qui raconte que Lara est suspectée du meurtre commis sur Werner von Croy, l'ancien mentor de Lara Croft qui, dans Tomb Raider 4, était devenu méchant après avoir été habité par l'esprit de Seth. Aide-moi, Lara. Récupère quelque chose pour moi, sinon ils me tueront. À ton tour, Werner. Lara, pitié. Écoute, va voir
voir cette femme, Carvier. Elle t'expliquera. Et l'Égypte, Werner. Tu es parti sans te retourner. Hop 8 secondes. Voilà, c'est le temps qu'il aura fallu au jeu pour se chier Alors, dessus. ce qui tient là... Merde. Merde, excusez-moi. Ce que tenait Fred dans la main, c'était pas du tout un chronomètre. Je sais pas pourquoi, mon cerveau, des fois, n'a pas envie. Quand je suis parti au magasin de surplus militaire, donc j'ai acheté plein de trucs, et je sais plus pourquoi. D'habitude, j'ai toujours des listes. Et il me semblait qu'il voulait une boussole. Alors, je sais plus pourquoi. Une boussole. Il me fait, non, ce qu'on voulait, c'était un chronomètre. J'ai fait... Du coup, en fait, il a pris la boussole, il a fait comme si c'était un chrono, voilà. Quelle joie de vous revoir, Werner. Attrapez ma main. Je vais vous sortir de là. Tu es parti sans te retourner. C'est déjà le premier moment où le jeu aurait pu se finir en 5 secondes. Tu m'as abandonné en Égypte. Non. Ah oui, c'est vrai. Et comment est-ce qu'elle a survécu? C'est jamais évoqué. Parce que je rappelle que dans Tomb Raider 4, elle est morte, hein. Alors bon, quand on fouille les fichiers du jeu, on peut trouver une scène cinématique qui montre que Lara a été sauvée par une chamane égyptienne qui lui donne un artefact magique pour la ressusciter. Sauf que cette scène, elle a été supprimée. Donc du coup, on se contentera de jouer une Lara Croft magique qui est revenue à la vie sans explication. Bref, la suite de la cinématique d'intro nous montre donc une dispute entre Lara et Werner, le ton qui monte quand soudainement un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit, le caméraman devient fou, gros plan, plan sous la table, et paf, Werner est mort. Lara a du sang sur les mains. Terrible, Lara serait-elle donc une meurtrière? Alors oui, j'aurais peut-être pu y croire si la version française s'était pas payé le luxe de flinguer le scénar directement. Ça, j'avoue, en c'est VO, ouf, quoi. Quand la dispute éclate, Werner crie « Get out ! Sors d'ici ! Get out !» Et effectivement, en VO, on peut croire à une dispute qui aurait mal tourné. Mais en français, il dit « À terre !» Évidemment que ça marche plus, là, du coup. On comprend instantanément qu'il y avait une troisième personne dans la pièce. Le scénar est déjà mort, on n'a même pas commencé à jouer encore. Vous voyez bien que changer juste un mot, ça peut rendre une farandole incompréhensible. Quoi? Exactement. Bref, donc le jeu s'ouvre lorsque la police arrive pour vous interroger. Lâchez les chiens d'interrogatoire! Une Après très bonne un niveau blague. de tuto et un passage où tu fuis la police, le jeu commence vraiment lorsque Lara se retrouve lâchée dans un Paris contrôlé par Europe 2. Ah, Paris, la ville lumière, la Tour Eiffel, Montmartre, l'Arc de Triomphe, ses clochards, ses prostituées, ses habitants malpolis. Vous êtes pas du coin? Non. Alors foutez-moi la paix. Oh, les touristes. Et c'est certainement pas une étrangère qui va m'apprendre la vie. On va pas se plaindre, hein, pour une fois qu'on a une représentation réaliste de la ville. L'arrivée dans Paris. Non, sert le donc Doudou, de le millions Get Out, verts il dans est cette première original partie du jeu, On quoi. sent l'inspiration Juste de très mal Shenmue. doublé, quoi. Mais c'est quand même plus mou que Shenmue. La ville est intégralement vide. Y a personne. À part une pute. Ah. C'est la seule habitante de la ville. Et pour le reste, cet endroit sert à accéder à différents lieux. Le magasin d'herboristerie, le monde piété, auquel tu pourras vendre des objets, le petit parc, le bar. Toute cette phase de jeu consistera donc à parler à des PNJ pour trouver un certain... Gérard Bouchard. On parle donc d'abord à Janice, la prostituée, qui nous dit d'ailleurs que le cours de la passe est en hausse dans Paris. Oui, l'insécurité augmente sans cesse. Comme le Bitcoin. Et les prix avec? D'ailleurs, ça m'arrange. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et qui nous enverra parler à d'autres personnages du coin. Et première grosse nouveauté de ce jeu, on a différents embranchements de dialogue uniques. Il y a longtemps que vous faites les photos. Plutôt une Qu'est-ce qui excellente t'amène, ma belle? Je cherche Va être longue cette VOD. Que tu Vous le connaissez? Il est pas dans le coin, mignonne. Il avait le bar en face, le serpent rouge. Mais il est pas dans le coin, mignonne. Il avait le bar en face, le serpent rouge. C'est une rejouabilité infinie qui s'offre à moi. D'ailleurs, pour parler technique, je glisse juste un petit mot sur les dialogues. En vrac, donc on a la synchro labiale qui est littéralement inexistante. Carvier. Ça alors? Les personnages qui se redressent comme dans des cartoons. C'est pas Françoise Cadol qui faisait et les la cadrages doublure, qui là? sont tous ratés. La caméra se place n'importe où. Il n'y a pas un dialogue dans le jeu qui est réussi. En fait, tu vois, le problème, c'est qu'on dirait que la caméra ne sait jamais où se placer. Ah ouais, je vois. Et du coup, on dirait que les personnages regardent jamais au bon endroit. Bah ouais, et du coup, ça fait des Ça raccords rend bizarres dans fou les cette dialogues. scène. Et puis, un des problèmes Ça d'avoir rend ces fou, embranchements de dialogue qui n'en sont pas, c'est que Lara a l'air complètement bipolaire. Et va se mettre à... Vraiment, en fait, cette scène où ils font des chants contre chants ratés pour expliquer pourquoi les angles de caméra sont nuls dans le jeu. Quand tu fais un peu de production vidéo, ça te rend mal à l'aise. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas.
Et j'espère que ça a permis à comprendre, d'aider à comprendre à des personnes qui s'intéressent pas forcément au cinéma, qu'est-ce qui fait qu'une scène est mal filmée ou pas, quoi. Passer les gens comme ça autour d'une phrase sans prévenir avant de redevenir sympa juste après. Bernard, vous me décevez beaucoup. Soyez prudent, la nuit sera noire et un accident est si vite arrivé. Mademoiselle Croft, vous m'aidez pas beaucoup pour votre défense là. Ah oui, et d'ailleurs, deux petites dédicaces à deux moments du jeu que j'aime beaucoup. Ce PNJ dans le jeu, où visiblement, alors je pense qu'ils avaient dû oublier d'animer ce dialogue et du coup ils se sont dit bon bah on va juste geler l'image hein, en espérant que ça se voit pas trop. Et si je vous aidais, qu'est-ce que j'y gagnerais? PNJ qui te dira ensuite qu'il est éternellement occupé. Je suis occupé. Et aussi ce moment surréaliste dans la version anglaise du jeu. Our part in that triumph, he will grant us immortality. If I had a coconut for every time some lunatic said something like that. Eh bien, tu aurais eu beaucoup de noix de coco. Quoi? Oh, c'est peut-être une expression anglaise. Ah non, non, j'ai vérifié, ça n'existe pas. Bref, on va donc au bar où on rencontre le patron qui nous dit qu'il veut bien nous dire où est Bouchard. Mais avant ça, il veut qu'on aille chercher quelque chose pour lui. Nous sommes donc partis pour le premier vrai donjon du jeu. Et Cadol, une boîte de nuit très gentil, vide. celle-là. Ok, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, ça me permet d'aborder un des soucis de ce Tomb Raider. C'est qu'il n'y a pas de tombe. Ce qui est un problème. Dans un Tomb Raider. Oui. Alors tout ça rentre dans les études de marketing qui ont été faites avant la sortie du jeu où les marketeurs ont décidé que les gens ne voulaient plus voir de tombes. Les marketeurs, une espèce... La quasi-totalité du jeu se passera dans des décors industriels ou modernes. Hein. La boîte de nuit, des égouts, le Louvre, des égouts, un chantier, des égouts... En fait, c'est pas que le level design est mauvais, mais Tomb Raider, c'est censé être de la découverte de lieux abandonnés, majestueux, d'anciennes civilisations disparues. Elle est archéologue, je rappelle, hein. Et là, ben, si le personnage ne s'appelait pas Lara Croft, ben, y aurait rien qui ferait penser à un jeu Tomb Raider. Bon, alors donc, on récupère le quelque chose là dans la boîte de nuit en activant divers mécanismes avant de s'enfuir pour retourner dans les rues de Paris. Je ne suis pas assez forte. Ah merde. Ah, je peux pas ouvrir la porte. Je ne suis pas assez forte. Ok, donc là, on est tous d'accord que dans un jeu normal, je devrais normalement trouver une clé pour passer cette porte. Dans un RPG plus abouti, je devrais avoir des stats de crochetage ou de force pour la péter. Mais là, attention! Putain, oui, t'as un super argument. Willy, pardon, Willy Diogène, t'as un super argument. Ni refait après lui, d'ailleurs. Peut-être que la boîte de nuit s'appelle la tombe. En fait. Qui a écrit ça? À plusieurs moments du jeu, vous allez arriver sur des endroits que vous ne pourrez pas franchir parce que Lara vous dira « je ne suis pas assez forte, je ne saute pas assez loin, etc. » Ce qu'il faudra faire dans ces cas-là est donc d'aller utiliser un objet à proximité, pousser un bloc ou faire un saut plus petit ou Dieu sait quoi, pour en quelque sorte entraîner son perso et avoir la force nécessaire pour franchir l'obstacle précédent. Et si cette tentative d'introduire une notion de progression dans Tomb Raider est déjà nulle en théorie, en pratique c'est encore pire, parce que le jeu fait ça sans aucune logique. Plus tard, là, il y a un moment où tu ne peux pas ouvrir une porte en bois, et donc pour ouvrir cette porte en bois, je dois aller péter exactement la même porte en bois 2 mètres plus loin. Je me sens plus forte. Mais le meilleur moment, c'est dans le niveau du Louvre, il y a ce passage hallucinant où vous ouvrez une porte de placard, et là, Lara vous dit... Je suis plus rapide. Quoi? C'est juste débile! On avait même commencé à écrire une blague pour illustrer ça de manière rigolote, mais c'est même pas la peine en fait. Le jeu, c'est déjà une blague à lui tout seul. Tout le jeu pue la peinture fraîche. Rien n'est fini. Genre plus tard, donc vous rencontrez Bouchard, et en sortant de sa planque, il y a un autre de ces moments trop bizarres où sans aucune explication... Le costume de Seb, il était improvisé. La montre en or d'un pauvre gars. Belle montre. De quoi? La montre, la vôtre. Je parle trop vite pour vous? Mais c'est pas possible, mais faites-la sortir, faites quelque chose. Lara, tu es littéralement millionnaire. Pourquoi tu veux encore plus d'argent? Non, c'est logique en fait. Donc bah, vous prenez la montre en or de ce pauvre mec, et là, au moment où on a écrit ce texte, eh bien, je l'ai toujours dans mon inventaire, hein, elle est toujours là, ça sert à rien. J'ai juste volé la montre en or d'un pauvre gars dans la rue. Oui, l'insécurité augmente sans cesse. Alors, certes, hein, il existe un PNJ auquel tu peux vendre des objets pour gagner de l'argent. Sauf que à ce moment-là du jeu, ce PNJ, il est déjà mort en fait. Clairement, ils avaient l'intention de faire quelque chose avec l'argent dans ce jeu, mais ils n'ont pas eu le temps, hein. Comme tout le reste en fait. Bref, donc après tout ce premier passage, le jeu nous oriente donc vers le Louvre et on s'y rend avec tout le respect habituel de Lara Croft pour les œuvres d'art. Et on va avoir droit à une scène d'infiltration. Hé vous, plus un geste!
Et c'est une fin de tournage pour l'infiltration. Là encore, on est dans ce truc du on n'a pas eu le temps de finir. Ou de commencer, je sais pas trop. Genre, par exemple, le jeu nous permet de se coller au mur pour voir les angles et d'approcher discrètement pour assommer les ennemis. Sauf que très vite, tu te rends compte que tout ça ne sert à rien. Il n'y a aucune conséquence à tuer les gens. Tu peux accéder aux mêmes endroits, ramasser les mêmes items, tu peux littéralement danser sous les caméras de sécurité, ça change rien. Alors, il y a bien une scène où déclencher l'alarme ferme les grilles, ce qui appelle un gardien, mais dès que tu le tues, comment il est les rentré grilles se rouvrent. J'ai plus aucune nouvelle, c'est probablement que tout se passe bien. Du coup, on se retrouve dans ce cas surréaliste où tu massacres des dizaines de gardes dans le Louvre pour prouver que tu n'as pas commis un meurtre. Vous avez fait quoi? Bref, après ce passage d'infiltration, on arrive au premier vrai donjon, et en réalité la seule et unique tombe présente dans tout le jeu, qui se situe sous le Louvre, à Paris. Et c'est là où j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir les réunions des développeurs. Pour le niveau 6, je pense qu'il faut entamer toute Alors, la phase de test, je pense que c'est important pour la... Donc, très belle imitation de De Niro. Ça, c'est nos locaux. Remonter un peu en arrière. Il me semble qu'on peut remonter à... Non. Ça fait trop. Je voulais remonter à la frame, mais... Pour le niveau 6. Ça, c'est nos bureaux, pour ceux qui reconnaissent. Et moi, mon bureau où je travaille aux locaux est juste en face, en fait. C'est la même pièce. Et ça, j'ai dû le trouver au pif sur des magasins. Sur le net, c'est trop facile à trouver. Pourquoi? Je sais pas. Ok, là. Alors, on est à Paris, là. Et ça, c'est le truc, c'est la même pièce, tout ça. Dès que vous voyez des bureaux, c'est la même pièce. Voilà, typiquement, là où est assis la personne à droite avec des lunettes, c'est là où je travaille en général. Nous servir de donjon. Les catacombes. Un endroit genre, vous savez, où on affronterait des squelettes. Les catacombes. Un endroit... Il les joue bien, hein. Qui servirait de labyrinthe, quoi. Les catacombes. Châtelet. Et ok, accrochez-vous à votre originalité, hein, parce que la seule et unique tombe présente dans tout ce Tomb Raider est un temple sur les 4 éléments. Bravo. Bravo, je propose que toute l'équipe technique rentre dans le champ pour applaudir. Hein. Voilà, donc encore une fois, j'étais pas là, hein, j'étais en vacances. Donc ça, c'est Maxime, un ami. Il y a Nico qui est caché derrière, là, qui est notre technicien son. Ça, c'est un ami d'Audrey, qui est revenu avec la danseuse, du coup. Voilà, et il y a Seb qui est là. Voilà, là, vous avez quasiment toute l'équipe. Il manque Karim, moi et Jess. Voilà, que les gens de l'ombre. Sur les 4 éléments et 3 niveaux dans les égouts. Bravo, c'est incroyable. Ouais. Ce niveau nous propose donc 4 aires, chacune basée sur le feu, l'eau, le vent et les tremblements de terre, mais chacune avec le même problème. C'est que les sauts sont... Ouais, il manque quasiment la moitié de l'équipe en vrai. Et je pense que c'est le bon moment pour évoquer la maniabilité qui m'a donné des envies de meurtre. Donc, pour bien vous expliquer, dans les précédents Tomb Raider, les jeux fonctionnaient tous avec un système de grilles. Tous les niveaux, que ce soit plateforme ou vide, étaient divisés en cases. 2 cases vides, un saut normal. 3 cases, un saut plus agrippage au rebord. 4 cases, c'était un saut long. Bref, donc c'est comme ça qu'on jaugeait la puissance. Ce nouveau Tomb Raider n'a plus du tout ça. Vous ne pouvez pas gérer la puissance de vos sauts. Vous sautez une distance fixe. Donc on se retrouve régulièrement dans cette situation stupide où vous passez votre temps à mourir parce que vous faites un saut trop long. Il faut bien quelqu'un pour lancer le rec. Oui. Non. Je vais tellement passer derrière, je le savais, c'était sûr. Mais le joueur avisé sait s'adapter, pas de problème. Il suffit juste que Lara se bouffe absolument tous les murs du donjon dans la face pour arrêter. Il est vraiment comme ça le gameplay du jeu? Cette tombe était vraiment magnifique. Le plus gros délai de ce Tomb Raider, c'est aussi le plus difficile à vous montrer. En fait, il y a un délai sur absolument tous les sauts. C'est pour ça que vous voyez régulièrement tomber des plateformes sans sauter. C'est pas un petit délai, on parle de quasiment une demi-seconde de lag dans les sauts. Ce jeu en fait va même à l'encontre de 20 ans de jeux de plateforme avant lui. On t'a toujours appris normalement dans les jeux à gratter le dernier pixel de la plateforme pour sauter loin. Sauf que dans ce Tomb Raider, il faut au contraire sauter à mort plutôt pour prendre en compte ce délai. Si tu joues un peu dans le passé, ça marche du coup. Après oui, c'est sûr qu'au bout de quelques heures de jeu, on s'habitue à tout anticiper de 2 secondes, mais zut quoi. Et puis en plus ça a des conséquences pas cool dans la vie. Aïe! Du coup, entre cette demi-seconde de délai et le fait que vous ne pouvez pas gérer la puissance de vos sauts et que donc, une fois sur 3, vous glissez hors de la plateforme à l'atterrissage, sans exagération, pour un jeu PS2, c'est une horreur!
Si vous voulez avancer, il faut sauvegarder quasiment à chaque saut. C'est un délire. J'ai l'impression de jouer sur Stadia. Wow, va pas trop loin quand même. Non mais ça va, à un moment, les sauts rendent le jeu complètement injouable, mais par contre, ça, ils ont pas oublié de foutre des tétons en 12K à Lara avec une physique 100% réaliste. Ça marche. Ouais, tu sens qu'il y a un sens des priorités qui est pas, Donc, le qui est niveau pas se termine focus, par quoi. un boss et j'ai même pas envie de vous faire croire que ça sera peut-être bien. Ici, il faut ramasser un objet qui n'arrête pas de se téléporter dès que vous l'approchez. La solution, c'est qu'il faut primo rester accroupi parce que, le saviez-vous, les fantômes ne peuvent pas vous toucher si vous êtes accroupi, et que, secondo, il faut vider votre chargeur de fusil à pompe dessus parce que, le saviez-vous, les fantômes sont sensibles aux balles de fusil à pompe. Hein, voilà, regardez, là, on voit clairement qu'il souffre, hein. Bref, vider son chargeur sur le boss permettra pour Dieu sait quelle raison de stun le fantôme pendant quelques secondes, ce qui, je ne sais pas pourquoi, empêchera l'objet que vous étiez venu chercher de se téléporter. Cette blague trop longue, digne des Griffins, quoi. La Terre. Donc là, il y a le jeune homme qui a répondu sous la première vidéo. Il a dit c'est bien un badge Plomox qu'il a, mais je me souviens plus du nom. Il a dit le nom sur le badge, mais voilà. Mais il avait une tenue de scientifique absolument parfaite. J'espère qu'il le remettra dans les commentaires. Voilà. Il y a un truc vraiment bizarre avec les boss dans ce jeu, je vous jure, ils sont ridicules. Alors, il y a ce boss-là dont je viens de vous parler, mais plus tard dans le jeu, il y a toute une série de niveaux où le jeu te fait monter la pression d'une espèce de monstre trop horrible qui vous a pris en chasse, qui tue les gens, oulala, ça fait peur. Et quand vous l'affrontez finalement, oh mon dieu, mais où est-il? On n'entend que ces bruits de pas, il pourrait surgir de n'importe... Ah ben non, il est là. Et vous vous demandez peut-être, mais qui Merci était donc Peacemaker pour le ce set. mystérieux, beau, séduisant et ténébreux personnage que j'étais en train de jouer? Eh bien, il s'agit de Curtis, le nouveau personnage de la saga des Tomb Raider. En sortant du temple des éléments, de vous Phantasmagoria 2 est mieux. Soudainement, vous tombez sur un mystérieux personnage qu'on a déjà croisé plus tôt dans le jeu et qui vous désarme lentement. Très bizarre cette scène. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Les enfants, votre corps vous appartient. Personne n'a le droit d'y toucher. Cette scène est pas bien. La honte sur vous, les devs. Vous dites... Curtis vous vole donc l'artefact et s'enfuit dans le musée. Et apparemment, il possède la force. Et puis vas-y, je m'en fous. Allez, vas-y, roule. Vous le poursuivez à travers le Louvre quand au détour d'un couloir, vous le voyez qui vous attend sur le bord d'une rambarde pour vous faire un signe de la main trop classe en vous narguant avant de s'échapper. Mais il s'éclate vraiment la gueule comme une merde. Ok, alors, ma théorie, c'est que je pense qu'à ce moment-là, ils ont collé 2 cinématiques qui étaient normalement espacées par un niveau. La preuve étant que, soudainement, pouf, Lara a des lunettes de soleil qu'elle avait pas 2 secondes avant. Il faut savoir que Angel of Darkness a vu énormément de niveaux être supprimés de son développement, au détriment de la logique de l'histoire. On peut voir ça à plein de moments où on a des choses étranges qui se passent, genre Lara passe une porte avec un pantalon et paf, de l'autre côté, elle est en short. Et Curtis, c'est certainement celui qui a le plus morflé dans ce jeu, et c'est triste à mourir. Curtis, c'était censé être le début de quelque chose, ça devait être un nouveau personnage avec ses propres pouvoirs, il est même sur le livret, il devait avoir ses propres jeux. Sauf que, par manque de temps, ces pouvoirs que le joueur devait utiliser de manière libre, sont juste devenus des scènes cinématiques, et niveau gameplay, il n'est plus resté qu'une espèce de clone de Lara qui a juste droit à des niveaux un peu plus orientés baston. Enfin bon, au moins il lui reste son charisme. Eckhart compte utiliser les 5 peintures d'Obscura pour animer un vieux démon appelé le Dormeur et faire revivre les Néphilim. Dans ce but, il rassemble des éléments des corps de ses victimes, transformés par l'alchimie. Le comédien de doublage en feu, quoi.
Alors honnêtement, je pourrais aller plus loin et vous parler de chaque niveau du jeu, mais à quoi bon? Et le jeu se termine sur deux boss incroyables. Le premier qui se tue avec la légendaire technique du tu me touches pas parce que je suis accroupi, et le deuxième qui me fait penser à un truc que tu verrais dans un train fantôme. Quelqu'un peut me dire comment on s'arrête? Je peux pas savoir. Que je t'attrape si je vais te mettre, espèce de grognard. Et c'est fini, Lara retourne dans l'ombre. Tu sens que le jeu est... Après Merci, ce jeu, le Lucani, directeur c'est du gentil. studio a arrêté de bosser dans le jeu vidéo, la licence a été retirée à Core Design et la boîte a fait faillite. La Bilan doublette. mitigé, donc on va pas se mentir. La licence atterrira chez les Américains de Crystal Dynamics qui publieront 3 jeux, Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld. 3 jeux plutôt bons, certes, mais qui finalement, commercialement, auront assez peu de succès. La licence Tomb Raider s'arrêtera donc une deuxième fois avant de revenir finalement en 2013 en ayant fait le grand tour. Puisque entre-temps, Uncharted avait commencé en s'inspirant de Tomb Raider et quand les derniers Tomb Raider reviendront, ils se seront eux-mêmes inspirés de Uncharted. Allez, la séquence de fin. Donc, tout ça a été fait. Toute la partie caverne a été fait sous le mandat Schlag, hein, bien sûr, avec Jordan, Ben et Karim. C'est beau. Ça, c'est beau de ouf. Bon, on attend quoi? Écoutez, ce plan a été extrêmement galère à faire, alors dites rien et profitez du spectacle. Vrai. Il ne le savait pas encore, mais ce plan a été extrêmement galère à faire. Oh mon Dieu! Madre de Dios, Diego, tu es mort! Une blague qui a ému le monde, puisque Carmen sans Diego. Tu étais mon ami! Je vais devoir faire sans toi à présent. Carmen. Disque acheté sur Amazon, hein. Pas au marché noir. Mais oui, Diego est un enfant. C'est Diego et Dora l'exploratrice, Doudou. Vous l'aviez compris, ça. La Seb. Alors, le costume de Seb qui défonce, quoi. J'ai une devinette pour vous. Vous l'aviez pas. C'est Diego et Dora. C'est pour ça qu'il y a la petite musique derrière. Je suis entre 189 et 191, mais je ne suis pas 190. Qui suis-je? Un poulet! Elle le joue tellement bien, ça. Mais Carmen, vous êtes complètement conne en fait. Noble pirate, n'écoutez pas cette femme. Et accordez-nous une deuxième chance pour nous laisser passer. Vous laissez passer? Non mais attendez, je ne suis pas le gardien moi. Vous passez si vous voulez. Moi je demandais ça comme ça. Attendez, vous n'êtes pas le gardien? Bah non! Je suis bloqué devant cette maudite porte depuis Et des... du coup, là, c'est le... c'est le même pylône qu'on retrouve au temple de l'Enlève, mais cette fois-ci avec le cube de l'énigme. Non, il n'y a pas de réponse. Enfin, moi, que je sache, il n'y a pas de réponse à l'énigme. siècles! Je n'arrive pas à résoudre cette satanée énigme! Vous aussi, vous êtes à la poursuite du dollar vert? Et pardi, ça fait des lunes que je subis cette malédiction. À chaque fois que j'essaie d'entonner une chanson, il se passe quelque chose d'étrange. Écoutez. Alors là, je rappelle la blague, hein. C'est-à-dire qu'il doit se prendre une boule de bowling dans la tête parce qu'il se fait striker. Parce qu'il chante une chanson copyrightée. Et la boule de bowling est en fait un ballon de football qui est traqué. Parce que Karim a dit on dessine des petites croix dessus pour pouvoir traquer le mouvement de la balle et le remplacer par une boule de bowling en post-prod. Mais c'est un ballon de foot dégonflé que Jess lui a jeté dans la tête. Et apparemment, il y a eu beaucoup de prises. Parce que je me rappelle que dans la version où moi j'ai vu, il chantait et ça fait bim bam boum. Gros brainstorming sur le choix de la chanson. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Ça a dû faire mal quand même. Parce que moi je dis, mais vous voulez pas qu'on chope un ballon en mousse? Un truc uni, un petit ballon en mousse, ça lui fera moins mal. Il a fait, non, mais c'est bon, on va faire avec ça. Oh, tisane, tisane. Oui. Oui, parce qu'il a pas le droit de dire de gros mots. Donc il est tisane. À chaque fois c'est pareil. Il y a un son de qui, rien à foutre. Écoutez bien. Concentrez-vous.
Mais moi je m'appelle, ouais, Il y a tu crois que Nicolas, notre technicien son, oublierait ce genre de détails? Crois-tu? Et dans le script original, il y avait une voix lointaine qui devait dire strike pour que ça soit plus compréhensible, mais bon. Tisane. Nice strike! Je crois que j'ai compris. Il s'agit de mécanismes pour ouvrir la porte. C'est un peu compliqué car je savais pas viser. Laissez-moi essayer. Ouais, alors qu'il y en a un dans la team qui fait du basketball et qui est plutôt un bon tireur et très bon passeur aussi au poste de meneur de jeu, il lui aurait pas demandé, hein. Du coup, Jess a dû se sentir bien mal de jeter un ballon dans la tête de Seb à plusieurs reprises. J'étais là, Jess. J'étais là. Bon alors, effectivement, pour info, ça compensera avec la glace que je me suis pris dans la tête d'Antoine Daniel. Il faut savoir que c'était de la chantilly, hein. C'était un code, donc ça va. Il m'a pas fait mal. Et voilà, et ça du coup c'est tourné au fil. Enfin ça s'appelle Le Fil à Fougères, qui est un espace de coworking et tout ça, qui ont été adorables. Ils nous ont donné accès aux pièces et tout ça toute la journée, le lundi. Alors que là c'est les bureaux de gens qui travaillent toute la semaine. Et je me suis mis en accord avec le responsable qui me dit, et Pamela, non, si, Pamela, qui était adorable parce qu'elle est même venue pour voir si tout se passait bien, si on avait besoin de rien, en sachant que c'était un jour férié. Ils nous ont donné les codes pour pouvoir rentrer et faire tout. Ils nous ont fait confiance de A à Z. Et, je suis très content. On a retourné chez eux il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et quand on est arrivé, en fait, au début, ils étaient un peu sceptiques parce qu'ils ne comprenaient pas tout. Ils n'étaient pas sûrs de qui on était. Et petit à petit, en parlant avec les responsables et tout ça, ils ont fait « Ah mais oui, vous êtes sur YouTube. » Et tout. Donc je vois, ça s'est très bien passé. Et quand on est arrivé le matin même, il y avait un petit livre d'or. Ils ont dit « Est-ce que vous pouvez le signer, s'il vous plaît ?» C'est mignon. Bonjour. Et donc, le merveilleux Pierre Benjamin. Et Paloma. Voilà. Et tout ça, c'est des gens qu'on a trouvé un petit peu. Il y a des figurants, encore une fois, qui ont dû rester. Il y a des amis à nous. Il y a... Mais je crois qu'il y a Max qui est dans cette scène, non? Non, il y a un ami à nous qui s'appelle Quentin. Et Alix, je crois. Et les autres, c'est des figurants qu'on a trouvés. Voilà. Je suis Benoît de la brigade Super. Et ça a été extrêmement long. C'était une petite pièce. Il fallait fermer les volets absolument pour pas que la lumière du jour rentre pour éviter les faux raccords. Du coup, on était extrêmement nombreux. Parce que là, vous voyez, il y a Pierre, Paloma. Il y a les deux acteurs qui sont derrière. Je crois qu'il y avait au moins 3 autres figurants en plus. D'accord? Et derrière, vous avez Fred, Seb, Karim, Nico. Il y avait Alexandra aussi qui était là. Il y avait Jess. Il y avait Aurore. On était extrêmement nombreux. On était extrêmement nombreux dans une toute petite pièce et ça a duré très longtemps. On a commencé très tôt le matin et ça a fini à 18 ou 19h le soir ou même plus que ça. Je suis pas sûr. Super sympa. Et moi, c'est Sophie de la brigade des super amis. Vous avez faim? On fait des soirées gaufres tous les soirs. Et ce sont des gaufres super... Alors, il y a des gens qui ont vraiment pas compris la blague. C'est la brigade super sympa. C'est les SS. C'est les waffles. Voilà. Il y a des gens qui disent, mais vous êtes sûr? Super sympa. Non, c'est gentil. On est un peu pressé là. Nous sommes à la recherche du mystérieux dollar vert. Est-ce que vous savez où il est? Le dollar vert? Bien sûr. Il est juste là, à côté de la machine à café. Très bien, parle-moi. Et vous voyez là, le dollar vert, donc Antoine et Adrien me disaient, ah, on n'est pas content, il est pas beau et tout. En noir et blanc, il rendait de ouf. Et là, en couleur, bah, il rend extrêmement bien aussi, quoi. Attendez, c'est tout? C'est ça le dollar vert? Vous voulez dire qu'on peut le prendre comme ça? Bah oui, évidemment. Tout le monde peut prendre le dollar vert. Alors, les petits posters derrière aussi, c'est des trucs que j'ai trouvé pour décorer. J'ai trouvé les images le matin et Jess m'a aidé à les imprimer parce que moi, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc, il y a le poster classique du petit chat suspendu, le Hang in there. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus passifs-agressifs que je trouvais marrants, mais on les voit pas forcément, tout est flouté. Et tout ça, attention, gros décorum, hein, parce que la machine à café, les gobelets McDo et tout, c'est nous qui les avons trouvés. Hein.
récupérer le dollar vert. Il joue bien ce con. Bon, ça va. Et vous avez vu que le dollar est passé rouge en fait, dès le moment où il s'est mis à chanter, en fait, après le dollar passe rouge. Pour dire que t'es démonétisé, peut-être que ta vidéo sera bannie. Alors, quand j'ai parlé du coup de la giclée de sang, de l'histoire de la giclée de sang qui est partie dans un endroit que je ne citerai pas pour pas que le fil aille le voir, et qu'on a un peu paniqué, il y a quelqu'un qui m'a dit ah, mais fallait le faire à la seringue, et je crois que ça, là ça a été fait à la seringue typiquement. Parce qu'on a tous cherché des idées, et je crois que Jess est partie faire des tests dans la salle, dans les toilettes, en fait, sur le miroir pour voir. Je crois qu'elle a testé un peu avec... Parce que Karim disait, faut le faire avec les doigts, en fait. Tu prends les doigts et tu fais juste ça. Mais bon, du coup, Jess aurait eu les doigts rouges. Après, il y a eu la seringue qu'on est allé rechercher. Alors, c'est les seringues qu'on avait utilisées sur un autre JDG. J'avais bricolé pour faire des fléchettes hypodermiques dans le dos de Fred. En fait, je les ai récupérées. Et je sais pas qu'est-ce qui a été retenu. Mais on a à peu près tout essayé. Hein. On a essayé les doigts, la brosse à dents, la seringue. C'était très compliqué de maîtriser le jet, que ça soit... et que ça rentre quand même, quoi. Oh non! Alors, le petit tas de cendres aussi. Ben, je crois que c'est Jess qui les a ramenés. Et il fallait faire tomber le chapeau et on a couvert les ordi autour. On avait prévu l'aspirateur et tout ça parce que voilà. Parce que... je prends rendez-vous avec le fil, on leur explique tout le projet, je les fais rencontrer les gérants, c'est-à-dire Fred et Seb pour qu'ils comprennent. Et ils disent ouais, il n'y a pas de problème, venez tel jour, et ça va se passer. Et genre, 2 jours avant, je me rappelle, je fais oh putain, il y a une scène avec des cendres, j'ai oublié de leur dire. Donc j'ai été obligé de leur dire, je dis voilà, il y aura des cendres, mais vraiment c'est juste un chapeau qui tombe. Elle fait ah ok, ben, je vais en parler au patron, enfin au responsable. Et le responsable dit oh là là, attendez, j'ai reçu un mail, apparemment vous allez projeter des cendres et tout ça. Je fais non, on ne va pas jeter des cendres. Je lui ai expliqué la scène et je lui ai dit je sais déjà on va le faire, il y a un coin où il n'y a pas d'ordinateur. De toute façon on pourra prévoir de les cacher. Alors au final c'est Fred qui l'a fait avec une cuillère, hein, tu vois. Et voilà, il y a eu une erreur de communication et le responsable de la pièce pensait vraiment qu'on allait jeter des cendres dans tous les sens. Je dis non, ça sera un petit tas, on va faire attention, il y aura un aspirateur, on va tout nettoyer. Tout était très bien. Votre ami a mal lu les règles d'utilisation. C'est dramatique. Un petit macchiato? Attendez quoi? Notre ami vient de crever! Un double du coup? Mais vous êtes odieux en fait. Vous dites que tout le monde est libre de... J'ai remarqué un truc, Fred dit de plus en plus en fait. Est-ce que c'est parce qu'il regarde les anges de la télé-réalité? Est-ce que c'est parce qu'il s'est fait un compte TikTok? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a chopé ce tic verbal de je ne sais où. Très agaçant, en fait. Emparer, mais c'est ça la liberté? Devoir obéir à des règles stupides sans aucun sens et qui changent tout le temps? Et puis, pourquoi en fait? Pour satisfaire vos délires du moment? Et puis, de toute façon, depuis quand c'est à vous de décider tout ça? Pour qui vous vous prenez? Pardon, vous disiez quelque chose. Ok, bah si c'est comme ça, moi je... En fait. Ben voilà. Voilà, et ça c'est une... c'est la fontaine à eau qui est dans mon bureau maintenant, au locaux. Qu'on a acheté pour pas très cher. En plus les gars, oh putain, la fontaine à eau c'était une aventure parce que les 3/4 des sociétés que j'ai contactées, ils veulent que télélouer, parce qu'en général, ils sont habitués à louer leur fontaine à des entreprises qui, le jour où elles déménagent ou elles ferment, ben, ils récupèrent en fait les fontaines et tout ça, et ils te font des abonnements pour les bonbonnes et tout. Moi, je disais non, je veux en acheter une. Je veux l'avoir à l'année et point barre, et puis voilà, elle sera à nous. Et j'ai enfin trouvé une compagnie, et j'envoie un email et je dis voilà, il me la faut pour vendredi, et le mec me recontacte le mercredi, il me dit bah oui, on peut vous en vendre une et tout, mais vous êtes sûr que vous préférez pas qu'on vous la loue, et on vous loue les bonbonnes à eau, et il y a un sérieux d'entretien, et je fais non, je veux l'acheter. Je veux l'acheter. Et le mec il fait bon. Et c'est là que j'apprécie un bon vendeur, c'est que le mec il se dit, c'est soit le mec je lui dis non et je perds une vente, soit bah, il dit je me démerde pour trouver à acheter une fontaine. Et voilà, moi c'est ça que je veux. Il fait ok, bah écoutez, j'en ai une qui a été reconditionnée, donc qui marche très bien, qui est propre et tout. Je peux vous vendre 4 bonbonnes à eau avec, et voilà, pas plus. Et moi je dis ok, banco. Et il dit bah voilà, on peut vous livrer la semaine prochaine mardi. Je fais non, vous me livrez demain ou vendredi matin très tôt. Et il fait voilà, c'est... je lui ai pas mis le choix. Et en fait... Merde. Il a réussi à se démerder, et il y a un livreur qui est venu, genre le jeudi après-midi, qui m'a livré la fontaine à eau, qui était sympa et tout. Et voilà. Et du coup, maintenant, voilà, eau à volonté. Le gars, il s'est démené, quoi, tu vois. Et ça, j'apprécie un vendeur qui, plutôt que de faire « Ah ben non, ça sort de la procédure habituelle, bah, je perds une vente, je perds un client », je préfère le mec qui dit « Je vais trouver une solution ». Et il l'a trouvé, et c'est top. La contamination verbale. Ça roule.
Et je crois que Fred s'en est vraiment rendu compte en temps réel que ça roulait. Parce qu'à la base, il devait vraiment la traîner. Et je crois qu'à ce moment-là de la scène, il a vu qu'il y avait des roues. Du coup, il a fait ah ben ça roule. Et ça, le doigt en plus, voilà, c'était bonus. C'était bonus et c'était très bien. Il devra mettre 1 euro dans la cagnotte du prochain DGD 23. Donc ça, c'est le château de Fouillou où on a tourné. Hein. Le petit plateau du propriétaire, le billard. Au fait, monsieur, comment s'est passée votre dernière aventure? Pas de trésor ce côté. Et là, comme j'ai dit, alors je vais le répéter pour ceux qui n'auraient pas eu le courage d'aller à la fin de la première vidéo parce que la qualité n'était pas géniale. À la base, ça devait être Alexandra qui était là. Qui était juste là, il disait je me suis fait une nouvelle compagne et du coup pouf il y a Carmen Sandiego qui est là et... Moi j'étais là, je lisais la blague et ça me faisait chier comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Le problème c'est que quand vous verrez mes plannings tout à l'heure qu'on va regarder à la fin, c'est que du coup il aurait fallu faire revenir Alexandra juste pour tourner cette micro-scène. Il aurait fallu la faire revenir de Paris, c'était pas pratique pour elle, c'était des jours où elle était occupée, enfin elle travaillait quoi. Et moi j'étais là, je fais non mais c'est chiant quoi, enfin, j'ai pas envie de demander à Alexandra de venir faire un aller-retour de l'enfer juste pour ça. Par contre, Roland était là parce que lui, il avait encore des scènes à tourner par rapport aux autres scènes et tout ça. Et je me dis, j'aurais dit, les gars, je suis désolé. Moi, j'ai dit à Alexandra, ça me fait chier de la faire revenir pour même pas 30 minutes de taf alors qu'elle vient de Paris et tout. Et là, les gars ont réfléchi et là, je crois que ça a germé immédiatement. Ils se sont dit, est-ce que c'est pas plus drôle si l'ami, c'est le clodo en fait? Et c'était pas la blague qui était prévue. Aussi Winston, mais au moins, je me suis fait un nouveau compagnon. Eh, t'as pas quelque chose à boire? Et du coup, moi, je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça. Et en tout cas, c'était le joueur du grenier Tomb Raider Snyder Cut, Release the Panda Cut. Vous l'avez demandé, une version où je faisais plus de pauses et je décrivais plus de choses. Il me semble que j'ai eu plus de choses à dire que sur la version précédente même. Donc encore une fois, je m'excuse 1000 fois de ne pas avoir fait des pauses et je ne sais pas. Les prochains commentaires qu'on fera, et le prochain sera pas avant le mois d'août, je pense, parce qu'il faut que le prochain JDG sorte. Pensez à me dire de faire des pauses avant qu'on commence. Hein, voilà. Là, ce que je vais vous montrer viteuf, c'est, comme je disais la dernière fois, en quoi consiste mon travail de chargé de prod, ben, c'est de faire les plannings de tournage, c'est contacter les lieux, contacter les acteurs, s'assurer des disponibilités de tout le monde, de trouver les jours les plus pratiques et de faire un planning de tournage avec tout ça. Ensuite, accessoirement, et là c'est plus Jess m'aide énormément, c'est surtout ce qui est accessoire et sur la gestion aussi. Jess aide énormément sur le déplacement de beaucoup de matériel, elle aide énormément sur ça. Après, il y avait Aurore sur les costumes et un petit peu de maquillage. Les autres ont chacun leur taf. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont... Fred et Seb, ils sont scénaristes, ils tournent, ils s'occupent de la technique, du montage et tout ça. Moi, je travaille par rapport à ce qu'ils me demandent. Ils m'envoient la première version du scénario, qui est ici. Ça, c'est la fiction. Moi, ce qu'ils m'envoient, c'est la fiction. Tu vois ? Là, j'ai toute la fiction que vous voyez là, tout le scénario, les dialogues et tout ça. Moi, avec cet élément-là, je vais pouvoir commencer à faire un planning de savoir qui tourne où. Donc, j'ai fait mon casting avant. J'ai mes personnes, j'ai mes lieux. À partir de là, je sais que dans le manoir, dans la salle de billard, il y a Laurent Croft, Winston et le clochard. Donc il faut que tel jour, ces trois-là soient là. Comme on tourne au manoir, qu'on a peut-être le temps de tourner l'après-midi, ben je me dis, ah, ben, tu vois, à la base, il y avait même... Alexandra devait être là, vous voyez, Carmen Sandiego. Et je fais ça pour tous les plans. Je prends tous les scénarios, je découpe toutes les pièces, toutes les zones, on va dire, et je détermine qui est là. À partir de là, je sais où sont mes acteurs. Je sais quel jour ils peuvent tourner par rapport à la disponibilité. J'ai les lieux. Ensuite, ce qui va se passer, voilà, il y a les castings. Donc là, moi, je fais un dossier pour chaque acteur, chaque personnage. J'envoie des annonces, soit sur des sites spécialisés, soit sur la page Facebook de tournage au joueur du grenier. Ça, maintenant, c'est plus souvent pour les figurants. J'ai plusieurs profils de gens qui sont intéressés. Je les montre à Fred, Seb et Karim qui me disent lesquels ils préfèrent. Il me faut un ordre de classement. À partir de là, moi, je sais qui je contacte en premier. Si la première personne n'est pas disponible sur des dates qui vont avec tout le monde, mais en général, je prends d'abord les disponibilités de tout le monde et après, je fais des plannings. Si vraiment ça colle pas, il faut trouver une solution. Et là, il y a tous les acteurs. Il y a Trétropoulos, donc ça, c'est Samuel. Pierre-Henri Judas, c'est Arthur. Jafar, c'est Aloïs. Le Clochard, c'est Roland. Benoît et Sophie, c'est Pierre-Benjamin et Paloma. Et Winston, c'est Xavier François. Donc à partir de là, j'ai mes acteurs. Moi, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai tout ça?
je fais un planning. Enfin, déjà, je fais un planning des disponibilités. C'est-à-dire que je vais dans mes dispos, j'ai tous mes petits acteurs, et je sais, comme je l'ai fait avant ici, je sais que par exemple, très souvent c'était Fred et Alexandra. Par exemple, voilà, là j'ai Trétropoulos, Pierre-Henri Judas, Jafar, donc la scène du temple de l'enlève, c'est le plus simple pour que vous compreniez, le temple ici. Il faut que ces 4 acteurs soient dispo. Et chaque acteur m'a donné ses dispos. Fred est toujours dispo. Donc là, je les ai mis en bas. Arthur, Samuel et Aloïs. Et là, ils m'ont donné leur dispo. Donc je vois les jours que je peux faire. En sachant que comme c'était là, c'est encore plus spécial, c'est un tournage de nuit, donc il faut trouver un jour où le lendemain on peut dormir quelque part et tout ça. À partir de là, je dis, écoutez, il y a de mémoire, on l'a fait là, voilà, on l'a fait le 21 mai. On a tourné à l'enlève. Donc je leur dis, le 21 mai, on tourne là. Alors ça a été déplacé, vous voyez, typiquement. Ça c'est quoi? Ça c'est un jeudi. On devait tourner dans les bureaux les bureaux de la société Super Sympa. Au final, ça a été déplacé au lundi suivant. Le musée a été déplacé ailleurs aussi. Vous voyez, tout ça, il faut que je compose avec ça par rapport aux disponibilités des acteurs. Des fois, il y a des acteurs qui annulent, donc j'en trouve un remplaçant, mais le remplaçant n'est pas dispo aux mêmes dates. Donc là, il faut que je change tout. Pareil pour les lieux, des fois, il y a des désistements de dernière minute. Et ensuite, il y a aussi la feuille des accessoires par remplacement. Ça, c'est pour nous. Et ça, souvent, je le faisais avec Jess. C'est que les veilles de tournage, je dis, alors attends, demain, on tourne au manoir. Et peut-être qu'on va pas tourner toutes les scènes au manoir, parce que ça dépend du temps aussi. T'essayes d'évaluer combien la journée va prendre. Alors Karim m'a dit, en général, il faut tourner 8 ou 9 scènes par jour. Donc à partir de là, je me dis, le manoir, il me faut 2 jours. Par contre, sur les 2 jours, il faut tous ces éléments-là. Vous voyez, il y a la tasse à café, la télécommande, la tenue de Laurent, la tenue de Winston, il faut tout noter. Et on fait le check, double check, et on vient avec tout. Voilà. Ça, c'est mon travail, vous voyez. C'est tout noté. Et ensuite... Et même avant ça, je suis désolé, je vous ai fait ça dans le désordre. Même avant ça, avant de décider comment on va tourner, combien de jours il faut tourner, c'est-à-dire que les gars me donnent le script pour que je trouve tout ce qui est accessoires et acteurs, et savoir qui joue où, dans quelle pièce. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils me donnent le storyboard. Et le storyboard, tu regardes combien il y a de scènes, combien il y a d'axes. C'est-à-dire, est-ce que, typiquement, là, je vais vous montrer... quelque chose qui serait facile, voilà, par exemple. Alors Fred, il aime faire beaucoup d'axes. Par exemple, là, il y a 9... il y a un plan. C'est un plan, mais il y a je sais pas combien de trucs. Parce que là, en fait, c'est le gardien... Ça, on l'a changé, vous voyez, il n'existe plus, ce plan. Mais à la base, ça devait être, voilà, le gardien du musée qui rentre dans la pièce. Laurent Croft arrive derrière lui, il avance et il se faufile. Tout ça, c'est un axe. C'est-à-dire que moi, je me dis, tout ça, ça va être... tous ces plans-là, toutes ces cases-là que vous voyez... On va positionner la caméra dans cet axe-là, droit, on va mettre les lumières. Donc ça, déjà, ça prend beaucoup de temps. Après, on tourne la scène, et moi, je me dis, ça va nous prendre tant de temps. Là, par exemple, c'est surtout sur les scènes de dialogue. Là, il y a une scène qui a sauté. À la base, il devait y avoir une scène où Fred avait une clope, il soufflait sur des lasers, et il détournait le laser avec un miroir. Et on voyait le laser traverser le plafond du musée et aller buter un avion dans le ciel, vous voyez. Ça a sauté, pour une histoire de gain de temps. Ensuite, il va y avoir les dialogues. Là, vous voyez, les dialogues, il y a plusieurs plans. Donc 18A, 18B, 19A, 20A, parce que ça change à chaque fois. Moi, par rapport à ça, je les ai plus, c'est dommage, mais j'ai plein de stabilos. J'ai des boîtes entières de stabilos où je vais entourer pour me faire des aides-mémoire. C'est que typiquement, vous voyez, j'essaie de trouver un qui parlera plus facilement. Tac, tac, tac. Il faudrait que je trouve un plan en fait qui parle. Voilà, ils ont changé de couleur, mais à la base, ça, je crois que c'est... Voilà, tout ça, c'est Fred. Donc ça, c'est Fred, ça, c'est Fred, ça, c'est Fred. Tac, tac, tac. Non, tout ça, c'est Fred. Et j'essaye de vous trouver un truc qui parle vraiment... Voilà, je pense que la bibliothèque sera le plus simple. Parce que là, vous voyez, il y a des plans où la caméra, quand vous avez vu cette scène du clodo qui explique le plan à Laurent Croft, vous dites, la caméra, elle change d'interlocuteur. Mais moi, mon but... ça va être de me dire, attends, ces 3 plans-là, c'est dans le même axe. Donc on va pas tourner... voilà, le clochard sourit à Archibald. Le clochard dit, utilise le carnet d'Archibald. Ensuite, ça revient sur Laurent Croft. Oh la vache, vous avez mangé une poubelle. Ça revient sur le clochard. Oui, entre autres. On va pas filmer le clodo une fois, 2 fois, puis après, on va tout changer. On va filmer Laurent Croft. Et ensuite, on rechange tout et on revient. Non, moi, c'est que je leur dirais, attendez, tout ça, c'est le même axe. Donc d'abord, on filme ces 3 séquences-là, et après, on fera les séquences de Laurent Croft, en sachant que moi, je leur ai dit, écoutez, ces 2 scènes au-dessus, là, que vous voyez, c'est plus ou moins le même axe que ceci. Donc peut-être qu'on peut grappiller du temps, vous voyez. Et tout ça, et ça, c'est un storyboard simple. Celui de la bibliothèque, c'est le plus court, parce qu'il n'y a que 2 pages.
très rapide. Mais il y en a vraiment où il y a 11 pages, 13 pages. Et moi, avec ça, en fait, je dois déterminer comment on va tourner, en fait, par quoi on commence. Dans quel axe on va commencer et quel axe est le plus facile pour éviter de faire des trop grands mouvements de caméra, tu sais. Parce que la caméra et les lumières, c'est un truc à placer de ouf. Si après je leur dis, bon, ben maintenant on va tourner les scènes qui sont complètement au fond de la pièce, on déplace tout au fond, non, c'est une perte de temps. Il faut que je trouve un axe qui soit à peu près équivalent, qui évite de faire des grands déplacements, des changements de setup trop longs, quoi. Ouais, il y a toujours des imprévus par contre, Hacknours, effectivement. Et ça... Tout ce que vous voyez là, c'est 2 petits fichiers qui ressemblent à rien, mais qui sont remplis de sous-fichiers, de sous-sous-fichiers et tout ça. Et c'est mon travail. Voilà. C'est de prévoir les journées de tournage et de faire en sorte que tout soit efficace et rapide. Et je suis très loin d'être parfait. Karim, Nico, tout ça, ils continuent à m'apprendre des choses un peu tous les jours. Les storyboards, je les lis pas encore bien. J'ai encore du mal à déterminer, tu vois. Mais déjà, le storyboard du château, il y en a un ici. Et la cuisine, pareil, la cuisine, c'est devenu le salon, mais c'est le salon du château. La scène de fin, c'est dans le château, et je crois que c'est tout. Mais vous voyez, ces 2 trucs, je me suis dit, on a mélangé les scènes, c'est-à-dire qu'il y a des... c'est pas filmé par ordre chronologique dans la vidéo, c'est filmé par ordre d'axe et de plan. Et moi, je me suis dit, bah, tout ça, ça nous prendra 2 jours. Donc, il faut que je trouve un château qui puisse nous louer le château pour 2 jours. Je tourne à combien de doit y prendre par jour 2 litres de café. Moi, les tournages, enfin, la pré-prod... Pour moi, c'est une période de ouf, hein. En sachant que la pré-prod, c'est toute l'installation, c'est tout ce que je viens de vous expliquer là. Mais après, quand on tourne, il y a encore de la prod en cours, parce que c'est pas hey, « c'est bon, tout est fait, je suis comme as ». Non, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, il y a des acteurs qui peuvent se désister, ou des lieux de tournage qui ne sont plus dispo aux mêmes dates. Donc, pendant que eux continuent à tourner des trucs, moi, il fallait que je trouve des solutions. Ou que je trouve des figurants pour les scènes d'après et tout ça. Qui fait les storyboards 3D, c'est Fred Seb et Karim. C'est pour les vidéos où il y a des grosses mises en scène comme ça, Killard. Voilà. Donc voilà, mon travail c'est ça. Ce qui donne après, ben, ça. Voilà. Par contre, je vais aller vérifier parce que Pierre Benjamin m'a dit... On va avoir des preuves, attention, j'ai du dossier. Pierre Benjamin, qui joue Benoît dans la vidéo, me dit... Je crois que vous avez mal écrit mon nom dans le générique. Et là, je dis, c'est peut-être ma faute, parce que c'est moi qui suis en charge des génériques. Je dis, mais ça me paraît bizarre parce que je sais que ton nom, Benjamin, s'écrit B-I-N. C'est pas Benjamin B-E-N. Je dis c'est bizarre parce que normalement je donne un fichier que je vais vous montrer. La preuve, j'ai des preuves écrites dans mon livre. Regardez en haut, parce que j'utilise Google Docs, parce que c'est merveilleux, c'est le bonheur. Moi ce que je fais c'est qu'au fur et à mesure du tournage, je note le nom des comédiens, des techniciens, des intervenants et tout ça. Je note tout. Regardez bien en haut, je veux qu'il y ait de la preuve. Vous voyez là-haut là, attention je suis le radié. Il y a écrit dernière modification le 17 juin. C'est-à-dire que j'ai rajouté un nom, j'ai corrigé l'orthographe. 17 juin, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Dernière modification le 17 juin. On regarde ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit en gros? Pierre Benjamin, B-I-N. Vous notez. Benjamin. Modifié le 17 juin, c'est-à-dire que je ne l'ai pas touché depuis. Maintenant, allons voir les crédits, voir si Pierre dit la vérité. Musique de Yannick Kremer. Chargé de prod, c'est Bibi. On a oublié Jess aussi. Voilà, là par contre c'est ma faute totalement, je m'excuse 1000 fois. J'ai oublié de mettre Jess. On aurait dû... Mais en même temps je me dis, mais elle est à l'équipe. Je t'ai pas écrit Nico, Karim, Seb, Fred, tu l'as mis volontairement, donc bon bref. C'est notre faute à tous les deux, on a été sotte avec Fred, voilà. Pardon Jess. Du coup, allons voir. Lumière, Karim Debache. Voilà, ça je te l'ai pas écrit Fred. J'ai pas écrit Lumière, Karim Debache, pourtant tu l'as mis. Alors les illustrations de Sorina et Licorice, les effets spéciaux Jordan et Bête de Post-Process. Je veux voir le nom des acteurs. Antoine Le Châtelier et Adrien Caron qui ont fait la boule de cristal et le... Alexandra... Alors Maggie, apparemment. Voilà. Pierre Benjamin, B-E-N. Je reviens. Du coup, qui c'est la faute des crédits? Crédit vidéo. Moi, je lui ai donné ça. Je lui ai partagé le lien. Il a juste à faire copier-coller. Vous êtes conscients, messieurs, dames. Vous pourrez envoyer des messages à Pierre Benjamin pour lui dire « Ce n'est pas la faute de Panda. » Parce que même moi, j'ai douté. Je me suis dit « L'erreur est humaine. » J'ai complètement oublié de rappeler à Fred qu'il fallait mettre Jess. Et c'est complètement possible que dans un grand moment de fatigue et de désarroi, j'ai mis Pierre Benjamin B-E-N. Or là, modifié le 17 juin, Pierre Benjamin avec un I. Et là, j'ai perdu. Il est là, Pierre Benjamin.
Alors, je vais vous raconter un truc. Cette vidéo a été éprouvante pour tout le monde. On était vraiment sur les rotules et tout ça. Je vais vous raconter pourquoi. Après les 2 semaines de tournage, on s'est dit, aïe, c'est fini. J'ai pas eu le week-end. Parce que le week-end, j'ai bossé aussi parce que il fallait trouver des acteurs et tout. Donc, on a tourné de nuit vendredi soir à l'Enlève. On a dormi sur place. On est parti très tôt le matin. Je suis arrivé à midi chez moi. Et je me suis dit, il faut que je book le château. Le château n'était pas totalement booké encore. Et il faut que je trouve des acteurs remplaçants et des figurants. Du coup, je n'ai pas eu le week-end. J'ai bossé 2 semaines non-stop. Et le week-end d'après, on avait fini. Et là, on s'est dit, il nous reste que des rustines à tourner. C'est des petits trucs. C'est très facilement gérable. Et ce week-end-là, mais j'étais hors de mon corps. J'étais fatigué. Je vais vous dire à quel point, les amis. C'est que vous savez, moi, j'ai un grille-pain, mais extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez les tranches de pain à l'extérieur et vous les bloquez. Et un matin, mais j'étais au bout de ma life. Mais vraiment, hein, c'était pour dire l'état de fatigue. Je me fais des tranches de pain des tranches de pain de mie grillé. Côté. Je débranche le grille-pain. Je l'attrape. Les résistants sont à l'extérieur. Je l'attrape, je le déplace et je fais « Ah !» Je me suis brûlé. Mais je me suis brûlé. J'ai regardé ma main, je fais « Je vais me coucher !» J'étais vraiment mais en mode automatique. Je l'ai vraiment attrapé, mais franchement, tu vois. Et là, je me suis dit « Plus jamais ça. » Plus jamais ça. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère... Du coup, que cette Snyder Cut vous aura fait plaisir. Parce qu'il y a des gens, alors, adorables, hein. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est chiant, c'est dur à suivre. Donc, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon chat Twitch et je me suis dit, je vais le refaire. Je me suis dit, le mieux, c'est d'en parler dans l'onglet communauté sur YouTube. J'ai dit aux gens, ben, je vais le refaire à tel jour, telle heure, voilà, comme ça vous aurez ce que vous voulez. Et il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai pas eu de problème avec, tu t'emmerdes pour rien. Et je me suis dit, ouais, mais pour moi, j'ai envie que ça soit mieux. J'ai envie que ça soit mieux. Et encore là, il y a des gens qui m'ont dit, oui, moi je faisais partie des gens qui t'ont dit que j'ai pas apprécié la première version, mais franchement, ne te force pas à faire un truc pour nous, c'est bête. Et franchement, ça me dérangeait pas de le faire. J'ai dit non, j'ai même envie de le faire, j'étais motivé, quoi. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire la Snyder Cut. D'ailleurs, il y a Superman qui est là avec moi aujourd'hui. Format 4 tiers et tout ça. Voilà, donc ça sera reposté sur YouTube, ça me fera plus de vues. Mais du coup, je serais incapable de dire si vraiment il y a plus de choses que dans la version, la première version. J'ai raconté plus d'anecdotes et j'ai pris le temps, c'était super cool. Merci à toi. Merci à vous. Voilà. Moi, je suis pas contre pour améliorer mon contenu. Et là, l'enregistrement a foiré. Non, parce qu'en fait, j'enregistre pas. C'est je découpe la VOD directement sur Twitch et je la réexporte. Parce que, bien sûr, la vidéo ne sera pas sponsorisée. Faut pas déconner non plus. Et merci à toi, Jess. Parce que Jess, elle a été toujours efficace, Jess. C'est très cool. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu YouTube, j'espère que tout est pardonné, j'espère que vous avez apprécié cette Snyder Cut, j'espère qu'elle fera vraiment 4 heures comme la Justice League de Snyder. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, on a passé les 93 000, on ne s'arrête plus. Le ciel est la limite, par contre à 100 000 abonnés j'arrête de faire des vidéos. Voilà. C'est le moment où j'ai ma plaque pour couper du saucisson dessus. J'arrête. Merci YouTube d'avoir regardé, et à bientôt.